Salut Dominique. Bonjour Fouad. Bienvenue à toi sur cette chaîne qui s'appelle Drapeau Blanc. Et donc une chaîne qui, comme son nom l'indique, est là pour diffuser un message de paix. Ah, ça c'est cool. C'est magnifique. Alors je vais te demander de te présenter. Donc je m'appelle Dominique Entumos et je suis musicien, trompettiste. Ok, ça c'est bref comme présentation. Bref. Trompettiste et aussi un petit peu comique. Et un petit peu humoriste aussi. Ouais. Un petit peu humoriste. On essaye en tout cas. Entumos, C'est moi, ouais. c'est un nom qui sent la feta et l'huile d'olive. Ça. Voilà, exactement. Ça vient de Grèce. Donc t'es d'origine grecque Ouais. Mon papa est grec et ma maman est moitié italienne, moitié belge. et t'es né en Belgique, Je suis né en Belgique, ouais. Je suis né à l'Aube. à l'Aube. Ouais, ouais. Donc en fait t'es un immigré à la Louvière. Je suis un immigré un peu, ouais, à la Louvière, comme, ouais. T'es arrivé à la Louvière il y a combien de temps à peu près? Ah, ça doit faire 5 ans maintenant. 5 ans sûrement? 5-6 ans. Ok. Ouais. Quelles ont été tes premières impressions de la Louvière? Mais je suis arrivé un peu par hasard dans cette ville parce que je vivais en Angleterre. Et pour des raisons familiales, j'ai dû revenir en Belgique. Mais j'avais au début, en tout cas avant le confinement, j'avais pas ce sentiment de vivre à la Louvière ou en Angleterre. Parce que je vivais en Angleterre depuis 2001-2002. Je ne sais plus exactement. Mais depuis quelques années, ouais, ça fait 6 ans, je crois que je suis dans le coin. Je fais des allers-retours. Je faisais une semaine à Londres, une semaine en Angleterre. Une semaine à Louvière, une semaine à Londres. Parce qu'une semaine à Londres, une semaine en Angleterre, ça va être compliqué. Et donc, voilà, quand je revenais en Belgique, à la Louvière, je me concentrais un peu sur ma famille, enfin mon enfant. Et les shows avec Freddy To Go ou les shows d'humour que j'ai commencé depuis 1 an et demi. Et là, c'est en Belgique, donc je vais jouer la semaine à Bruxelles ou dans des comedy clubs. Et la semaine où j'étais en Angleterre, j'étais en Angleterre, je faisais mes concerts et tout ça. Là, je fais pas d'humour en Angleterre, pas en anglais, pas encore. Et donc, c'est vraiment depuis le confinement que je me sens un peu de vivre vraiment à la Louvière, puisque ça fait 1 an. Que t'as pris bouger de la Non. Louvière, ouais. Dans ma maison. Mais J'ai sinon, découvert des pièces dans ma maison, en fait. C'est très intéressant. Je me suis dit, il y a une salle de bain ici, il y a une cuisine, c'est cool. Et mais avant ça, tu as joué quand même quelques fois à la Louvière, mais je me souviens de toi. Oui, déjà, au Palace, avant d'habiter ici, quand on venait en Belgique faire des tournées, on avait joué au Palace, on jouait dans les clubs. Maintenant, il y a le 33, on a fait aussi, je le fais il n'y a pas longtemps. On avait fait, quand Pinot avait son... Café des Arts. Le Café des Arts, il y a plus de 10 ans, ça. Ouais. 12 ans, ouais. Balthazar. La belle époque, en tout cas pour moi, qui n'habitais pas ici, chaque fois que je venais ici, je me disais, mais j'avais l'impression que c'était Londres. Bon, maintenant, je ne pense pas ça du tout. Parce que je trouvais qu'il y a 12 ans, il n'y avait pas de couvre-feu, enfin même peut-être plus, il n'y avait pas de couvre-feu, c'était la fête, bon enfant, les gens étaient hyper sympathiques. Enfin, on était toujours hyper bien accueillis quand on venait jouer à la Louvière. Et maintenant, les gens sont toujours sympathiques, je pense, mais le problème, c'est qu'on ne peut plus sortir de chez soi. Donc... Tu as joué au Balthazar aussi, il me semble. Le Balthazar, ouais, un club qui au départ, le Balthazar, première version sur la place. La place, rappelle-moi. La place Maugrétou. Maugrétou. Et le Balthazar, qui a été créé donc avec Anthony Tacal et Joe Sicilia, qui ont fait, je trouve, beaucoup sur la Louvière, sans subside, enfin tout avec le cœur et la force de travail. Et l'autre, le Balthazar 2, qui était... tu vas pouvoir me près rappeler du Tivoli. Près du Tivoli. Ouais. C'était un endroit mais superbe. Quoi. Ah ouais, là, on a joué magnifique. aussi plusieurs fois. Ouais, ouais. Donc, on venait en Belgique jouer. Mais on passait par la Louvière. On faisait Charleroi, Mons, Liège. J'ai un bon souvenir de cette période où j'ai connu tous les gens que je connais maintenant. C'était une belle période, effectivement. Tu as parlé du confinement. Donc, aujourd'hui, au moment où on enregistre cette vidéo, ça fait tout juste 1 an qu'on a découvert... Joyeux anniversaire à tous d'ailleurs. Ouais. C'est nul. 1 an qu'on a découvert
qu'on a découvert ce que signifiait le mot confinement. Ouais. Attention, parce que dans le confinement, il y a con, donc c'est un peu... Et il y a aussi finement. Ouais, il y a finement. Ouais. Nous, on est plus dans les finements que peut-être dans les cons, non? On ou, va essayer. ou peut-être les deux, Ou dans peut-être les deux, dans ouais, l'autre c'est sens. sûr. Je me souviens qu'au début du confinement, tu étais un peu énervé. Hein, je me souviens que Ouais. tu as publié une ou deux vidéos où tu étais remonté. Ensuite, bah, tu t'es calmé. Ouais. Bah, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu as vécu cette année en fait. Bah, donc quand ils ont commencé, c'était le... Enfin, je sais que le 13 mars, on a eu des mauvaises nouvelles. On avait une soirée le 15 mars à la résidence artiste. Bon, ça, on pourra en parler aussi. C'est Mhm. que j'ai créé à la Louvière. C'est aussi où je vis, mais voilà, c'est un lieu de vie pour des enfants, accueillir des gens, tout ça. Et c'est vrai que donc on a dû annuler cette soirée parce on se dit si on fait la soirée, qu'on a la police, c'est pas cool. Donc je suis quand même quelqu'un de responsable, hein, donc de temps en temps je fais gaffe, pas toujours être rebelle. Et c'est vrai que ils ont quand même réussi à me faire un peu flipper, et j'étais un peu en colère, et plus les semaines passaient, plus j'étais en colère, quoi. Et parce que c'est un peu, c'est un truc que personne, enfin même si c'est écrit dans l'histoire, on pensait pas que ça allait nous tomber dessus là tout de suite comme ça, quoi. Ah bah non, C'est tombé un peu comme un boulet de canon, genre waouh, qu'est-ce qui se passe? Je t'avoue que j'ai eu un petit peu peur les 2-3 premières semaines. Après, je me suis dit, non, mais il y a un truc qui tourne pas rond. J'essaie un peu de réfléchir. J'ai écouté un peu la télé au début, mais moi qui ne regarde jamais la télé, j'ai trouvé ça. Je sais pas, j'ai l'impression que le visage des médias belges avait changé de face. C'était plus dans un truc de peur. Enfin, tu sais comment ils aiment bien te faire. Ah, attention, il fait peur, dangereux, il va mourir. Oh, c'est grave. Et voilà. Et à un moment donné, c'est vrai que aussi j'ai un enfant que j'élève, et je me suis dit, bon, il faut que je me concentre sur des choses positives, parce que j'imagine qu'à un moment donné, je ne sais pas comment ça va reprendre, mais j'imagine qu'on va pas être confiné ou finé toute notre vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit, allez, il faut y aller. J'ai rappelé les musiciens de mon groupe. Evangelos Tiaples et Yorgos Goudousakis. Il y a aussi Greg Chenis. J'en parle parce qu'il est dans le groupe aussi. Ça dépend un peu les projets. Et je leur ai dit, les gars, vous êtes en grève, vous êtes confinés, tout le monde, on tourne un peu en rond. Vous n'avez pas envie de venir en Belgique tant qu'on peut voyager, si on peut voyager. Et on travaille les morceaux qu'on n'a jamais enregistrés sur le prochain disque, où on fait des trucs, quoi. Tout de suite, ils m'ont dit, ouais, on vient. Ils sont venus 2-3 semaines à la résidence artiste. Et on a enregistré plein de morceaux. Et je me suis dit, allez, cool. Et à un moment donné, j'ai commencé à faire aussi j'ai contacté d'autres humoristes que j'aime bien. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui n'ont pas répondu. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et notamment avec Étienne Cerc, on a fait une parodie. Donc, mon personnage, Kyriakos, on a fait des parodies. On a écrit avec Tish Comédie, on a écrit... On a fait des vidéos, mais c'était des vidéos un peu qui balançaient certaines choses. Heureusement que Tish était là un peu pour me canaliser, et pas que ce soit trop d'hommes qui parlent. Parce que voilà, attends, on va quand même recontextualiser. Okay. Parce que, donc Kyriakos, ça c'est le personnage que tu as créé, on en reparlera un peu après. C'est le personnage que tu as créé avec lequel tu fais pas du stand-up ou de la comédie, on va dire. Ouais. Ok. Donc, pendant la première phase du confinement, bon, bah, tu étais un peu remonté. Après, tu t'es dit, bah, je vais me remettre au boulot. Et tu as commencé donc, à reproduire de la musique et à créer des sketchs, donc, avec un autre humoriste avec bruxellois. Un autre humoriste ou seul. Il y a Tish, il est de Bruxelles, hein, c'est ça? Tish, il est de Bruxelles, ouais. Et donc, tu as créé notamment des parodies. Aussi, on a fait des parodies. J'ai fait des parodies seul, j'ai fait des parodies, une parodie avec Étienne Cerc, j'ai fait la saison 1 d'Écroche que Tish a créé. J'ai participé à il y a plusieurs épisodes. Ensuite, on a rencontré, il m'a présenté, que j'avais déjà rencontré, Khalid Alkal, qui est un humoriste aussi. Et on a écrit la saison 2 qui va bientôt sortir. Et j'ai aussi essayé de trouver des petites solutions pour un peu trouver de l'argent, parce que on a quand même la chance en Belgique d'avoir un chômage d'artistes, ou un chômage tout court, même si apparemment il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez. Donc voilà, je pense qu'on s'en sort encore bien avec toute cette crise. On n'est pas encore en train de regarder dans le frigo s'il y a à manger, donc
Voilà, donc, voilà, tout ça, c'est... Mais il faut pas que je m'évade, il faut que je te laisse un peu guider. Non, vas-y, il n'y a pas de Parce que souci. je vais parler de ça. Donc voilà, je me suis essayé de trouver des petits boulots par-ci par-là qui n'ont rien à voir avec la musique. Oui, là, c'est plus quand on est sorti du confinement cet Ouais, à été. partir de 2-3 mois après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve des trucs à faire. En plus de la musique, il y a des choses qui payent un peu en musique, mais bon, pour l'instant, comme tu sais, il n'y a pas de concert, quelques sessions studio où on prend un petit peu d'argent par-ci par-là. Mais voilà, il faut... Mhm. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il en faut un petit peu au moins pour manger et pas se retrouver complètement dans la dèche. Bien quoi. sûr. Alors, une des raisons pour lesquelles tu étais un peu remonté au début du confinement, c'est que tu venais de sortir ton album, ton 6e album, Ouais, qu'on voit à l'image, ouais, il est là. juste à côté de ta trompette, là. Back to the Roots. Et donc, l'album, tu l'avais sorti On l'a sorti quand exactement le 22 février. Oui, donc même pas un mois. Non, on n'a rien avant. senti venir. Ok. Tout allait bien le 22. On a eu notre attaché de presse à Paris, Xavier, a fait la promo sur Internet, c'est-à-dire c'est tous des magazines en ligne, Numérique, ouais. numériques, ouais. Et on a eu pendant 4 mois plein de chroniques super positives sur l'album. D'ailleurs, on peut les retrouver sur Internet. Donc j'étais hyper content les premières semaines, des articles. Il y avait des bah, dates qui se préparaient. Il y avait des tournées en route, il y avait pas mal de dates, déjà on avait plus ou moins 40-50 dates, jusque juillet, tu vois, jusque juin, et juillet-août, c'était prévu de retourner en Grèce, rejoindre les musiciens là-bas où j'ai été l'année passée sur une île, d'ailleurs je conseille à tout le monde, là c'est cool comme île, Anafi, c'est en face de Santorini, Ok. en Grèce. Et donc c'était prévu après que je reparte 2 semaines en juillet travailler avec eux. Là c'était vraiment musique traditionnelle. C'est pas que mes morceaux, c'était m'allier avec mes musiciens qui ont un projet là-bas et jouer dans les tavernes en Grèce comme on a fait l'année passée. Et repartir en août 2 semaines et quelques festivals par-ci par-là. Donc ouais, tout a été. Donc on a mis, je crois pour cet album, ça a mis 2 ans pour le temps de trouver le bouzouki qui joue dans le groupe, c'était un nouveau musicien dans le projet. Et justement, on va revenir un petit peu sur le côté musical, parce que donc l'album s'appelle Back to the Roots, donc retour aux racines, retour aux sources, Ouais. et il dénote de ce que tu avais fait, enfin quand je dis Tumos c'est un Ouais. groupe, hein, c'est ça? Ouais, c'est mon nom de famille, mais moi je vois plus comme un jour un des chanteurs avec qui je bossais sur le 3e album et le 2e, il avait dit, on avait été à l'Élysée-Montmartre, il avait été interviewé, il avait dit, c'est la casa en Tumos, la maison en Tumos. Ok. Une fois que tu rentres dedans, on fait les choses tous ensemble, même Ok, si c'est donc- moi qui compose, même si c'est... Donc c'est un petit peu le nom du projet, mais ça implique Voilà. d'autres musiciens. Voilà. Ok. Donc cet album, il est différent de ce que tu faisais auparavant, où là tu étais plus dans des sonorités hip-hop, Électro-jazz, électro, funk, drum and bass même. Ouais. Et ici, tu as décidé de revenir vers une musique influence grecque, influence balkan, Ouais. traditionnelle. Pourquoi en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé C'est vrai que en ayant été, quand je suis parti en Angleterre, j'ai vite fait mon premier album la première année. Au départ, je voulais aller aussi pour essayer de faire des auditions et partir dans peut-être des comédies musicales ou tourner avec des gens que j'aimais bien. C'est vrai que j'avais Jamiroquai en tête. Je me suis dit, tiens, s'il y avait une audition pour Jamiroquai, je tenterais bien Revenons justement là-dessus. Comment ça se fait que tu te retrouves à moitié en Angleterre, à moitié ici? Après, tu reviendras sur Ouais. le. Mais le pendant retour. des années, donc je suis parti en 2001. Mhm. Pendant 10 ans, je ne suis plus jamais revenu en Belgique, sauf pour les tournées, voir la famille, quoi. Je revenais 20 jours par an en tournée, je profitais de voir les gens, mais je ne revenais pas ma vie était à Londres, quoi. C'est ça, et comment c'est né ça? Comment je suis parti à Londres? Comment est-ce que tu t'es retrouvé comme ça à aller, venir Là, à c'est Londres? parce que, comme je te disais, c'est un truc familial. J'ai eu un enfant et on a été séparés avec sa maman.
Donc, je ne voulais pas rester en Angleterre et pas voir mon fils. Donc, j'ai décidé de reprendre mes valises et de faire le chemin inverse. Mais en fait, ma question, c'est comment est-ce que tu as commencé à aller à Londres, en fait? Pas comment est-ce que tu as commencé à revenir? En 2001, alors. Ouais. Ah ben, un jour, au départ, j'avais été à New York quand j'avais 20-21 ans pour essayer d'aller vivre là-bas et terminer mes études là-bas. Quand j'ai vu le prix du Minerval, j'ai fait demi-tour. Et voilà. Et je suis quand même resté à New York pendant 1 mois et demi, 2 mois, je ne sais plus. Et finalement, je suis quand même revenu en Belgique pour terminer mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles, ce qui équivaut à l'université maintenant en classique. Et j'avais commencé le jazz aussi. Et finalement, donc ta question c'était pourquoi je suis... Comment est-ce que tu tisses ce je lien me suis dit, avec Londres, puisque en fait? Les États-Unis c'est loin, il faut des papiers, c'est compliqué. Et puis je devais terminer mes études, je suis revenu ici pendant 1 an ou 2, 1 an je pense. Et je me suis dit, je voulais partir depuis toujours. Je m'étais dit, depuis que je suis ado, je me suis dit, moi un jour je partirai d'ici. Je ne sais pas pourquoi. On croit toujours. Et donc tu es parti à Londres. Et je me suis dit, pays anglophone, pas trop loin, Angleterre, c'est parti quoi. Tu jouais déjà à ce moment-là avant de partir? Je jouais déjà en Tu jouais avec Belgique, des DJ notamment, non? Je jouais avec des DJ assez connus à l'époque, qui cartonnaient bien dans le monde entier. On jouait au Wouzwouzlan, à la Roca. Enfin, je faisais tous les clubs de Belgique avec des DJ, Junior Jack, Eric Poabi, pas mal de gens, très cool. Une période un peu folle. Et je faisais aussi du jazz et de la pop. Et je jouais avec des Africains, je jouais avec des Sénégalais à Bruxelles quand je vivais à Bruxelles. Et je faisais mes études et à côté, je jouais aussi avec un projet. Ça, c'était juste avant Bruxelles. Je jouais avec Hervé Le Thor, saxophoniste, qui est à The Voice depuis des années. Super musicien. J'ai joué avec Rosario Amadeo, pianiste que j'ai connu au conservatoire, qui est acteur et qui a même fait un film avec Jackie Chan. J'ai joué avec Santo Cinta, c'est mes potes d'enfance, quoi, de jeunesse. Et donc ça, c'était sur Mons. Je jouais déjà en Belgique. Et je jouais avec Daniel. J'ai eu la chance aussi d'être pris sous l'aile de Daniel Roméo, Eric Lénini. Enfin, c'était un peu mes mentors, encore maintenant d'ailleurs. Les grands frères, comme on dit. Ceux avec qui tu peux apprendre et évoluer. Et ça, c'est avant de partir à Londres? Ça, c'est avant de partir à Londres. D'ailleurs, quand j'étais en Belgique, plein de gens disaient toujours « Ouais, t'es pas assez bon, que tu vas aller foutre là-bas. » Ah ouais? Je me suis toujours dit, bosser mon instrument ici, c'est ce que je leur disais, ou bosser là-bas en Angleterre. Et j'ai l'impression, avec le recul, que c'est des gens qui n'ont pas eu les corones de partir de la Belgique. Parce qu'il faut quand même être un petit peu barjot pour tout quitter du jour au lendemain, quoi. Je m'en rends compte. Ouais. Je crois que je suis un peu comme ça, donc... Et donc, un jour, tu as tout quitté? Un jour, j'ai décidé, voilà, j'ai fini mes études. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je reste encore 1 an en Belgique, voir qu'est-ce qui se passe. J'étais dans le groupe de Daniel Roméo. 1 an après, on a fait un album et tout ça, on a fait des choses, c'était vraiment très chouette. 1 an après, je me suis dit, bon, il faut que je bouge, quoi. Et là, j'ai appelé ma famille, j'ai dit, bon, voilà, en décembre, je me casse. Et tu es parti à Londres à l'aventure, comme ça? Ouais. En pensant que je parlais l'anglais, mais je ne parlais pas vraiment. C'était speaking English. C'est là-bas que j'avais fait des cours du soir pendant 1 an. Donc tu dis, j'arrivais là-bas, ça va aller quoi. Je ne comprenais rien du tout à ce qu'on me disait. Ouais. Mais rien du tout, hein, quand je te dis rien. Heureusement, malheureusement, il y a une grosse communauté de Français à Londres. Et malheureusement, pour évoluer dans la langue, les premiers que j'ai connus, c'était des Français, quoi. 2 producteurs avec qui j'ai été très fort. Je suis très attaché pendant des années, et même si maintenant je ne les vois pas, parce qu'il y en a un qui est parti, Freddie McQueen en Italie, et l'autre qui est toujours en Angleterre. Mais voilà, c'est des gens qui m'ont apporté énormément. Ça a été une rencontre vraiment chouette en Angleterre. Ok. Et de là, donc, tu es resté toujours attaché et tu as continué à faire des allers-retours? Oui, et donc, depuis cette histoire de famille de séparation, je suis revenu en Belgique. J'ai trouvé une maison au départ ici. Pas à la Louvière, c'était à Péronne. Et après 1 an, je ne me plaisais pas du tout. Je suis parti de là et j'ai trouvé à la Louvière. Ok. Il fallait que je sois près de mon enfant. Mais en même temps, il fallait que je continue je sais pas, mon rêve. Ton chemin. En tout cas, mes voyages, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Les Gitans, ils sont un peu... Même si je suis pas... C'est pas vraiment. Ben justement, donc la question de départ, c'était pourquoi maintenant revenir vers des sonorités
traditionnelle grecque, vers la musique des Balkans, etc. Pourquoi en fait tu as pris ce virage-là? En fait, depuis que je suis petit, donc, du côté de mon papa, quand on va dans les fêtes grecques, en Belgique ou en Grèce, t'as toujours les oncles qui font ah, fais de la musique, ton fils. Ah, joue un morceau, hein, joue un morceau. Même moi, je joue du jazz et du classique, donc je ne sais pas jouer de morceau. Quoi. Et alors, depuis des années, je me dis c'est quand même fou. Et j'ai toujours entendu la musique grecque à la maison, Balkan, mon papa, il chante, il écoute. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que dans la tourmente de l'Angleterre, t'arrives là-bas, t'as 25 ans, t'entends, c'était drum and bass à fond, hip-hop, raga, reggae, enfin il y a de tout là-bas, c'est un truc, ça brasse de culture de fou. Je me suis dit, donc j'étais dans mon trip musique électronique, ouais je vais faire ça avec des musiciens, ça va être terrible, et voilà un peu. C'était pas le moment peut-être à cette époque-là de le faire, il a fallu que je fasse tout ça pour faire une rencontre en Belgique, en revenant un jour d'un voyage. Je rencontre un pote à moi que j'avais plus vu depuis très longtemps, Grégoire Tirtiot, saxophoniste belge, excellent. J'avais joué avec son frère à l'époque, Yvan Tirtiot, et je lui dis oh, j'aimerais bien trouver un maître, réétudier dans les Balkans, ou je sais pas, tu connais pas. Et je connais il me dit ah, je connais un trompettiste grec, il m'en parle, je connaissais un petit peu. Après, je me suis dit non, j'ai envie de. Il me dit sinon, il y a Nicolas Hauser, qui est un violoniste qui vit à Bruxelles, qui est à moitié en Roumanie, dans un village gitan depuis des années, et qui brasse les Balkans depuis toujours. Et ils organisent des stages avec un musicien gitan qui vit dans son village à Beïka-Dejos, Marcel Ramba. Tu connais, il me dit. Je dis non, je ne connais pas. Mais moi, rien que d'entendre ça, village gitan, Marcel Ramba, virtuose du violon, Nicolas Hauser, parce que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, j'ai dit donne-moi les infos, j'y vais. Ah ouais, mais tu sais pas, c'est qui, c'est pas grave. J'y vais, je fais confiance. Si tu m'as dit que c'est bien, ça doit être terrible. Quoi. Et je suis tombé amoureux de ce village, des gens là-bas, de Marcel, enfin de sa musique. Hein. Parce que je te voyais déjà avec ton petit air vicieux, hein, un grec. Et voilà, et donc, l'aventure a commencé comme ça, à retravailler de la musique que j'ai écoutée mais que je ne pratiquais pas. Et j'ai été aussi faire des stages en Grèce avec un joueur de bouzouki, Eugène Voulgaris, un maître aussi. Et j'ai étudié, et j'étudie encore. Je pense que c'est toute sa vie qu'il faut bosser. Et voilà, ça commençait à me donner des idées. Et comme j'aime bien de mélanger un peu tous les styles de musique, je me suis dit, ben voilà, c'est le bon moment. Et comme j'avais une envie folle de passer beaucoup de temps en Grèce, encore plus que depuis que je suis tout petit, je me dis, ça c'est encore la bonne occasion pour partir en voyage là-bas, rencontrer des gens et tout ça. Et au stage, j'ai rencontré deux jeunes qui avaient 20 ans à l'époque, Yorgos et Kostis. On a lié d'amitié, ils m'ont dit, après le stage, ils m'ont dit, si un jour on t'invite à Athènes chez nous, tu viens? J'ai dit, moi si tu m'invites, je viens. Au mois d'octobre, ils m'appellent, ils disent, tu veux venir, non c'était en septembre, tu veux venir en octobre, 10 jours, 2 semaines? Je regarde mon agenda, j'avais rien, je pouvais un peu me libérer. Je dis, ok, je ne vais pas aller à Londres. Oui. Dirais-moi, il ne faut pas me le demander 2 fois. J'ai été là-bas, ça a été extraordinaire, parce que quand tu as 20 ans, tu n'as pas les mêmes préoccupations que quand tu en as 40, tu vois? Même si je suis un peu plus vieux, mais ça je peux pas le dire. Et donc c'est vrai, quand je suis revenu de là, j'étais waouh. J'avais l'impression de revivre comme quand j'avais 20 ans au conservatoire, quoi. On faisait les nuits entières dans les clubs de musique grecque, donc les rebetiko traditionnels. J'essayais de rencontrer un musicien là-bas, je faisais des projets avec eux, j'apprenais plein de morceaux. On jouait dans la rue, on jouait dans des tavernes, on allait dans des jams. On jouait et en même temps, j'essayais de rencontrer, de trouver ce fameux bouzouki, que je ne trouvais pas depuis très longtemps. Ça faisait quelques années que je cherchais. J'avais été plusieurs fois en Grèce et j'ai aussi trouvé quelqu'un qui a changé, qui a fait un grand bien dans ma vie, Evangelos Tsiaples, qui est sur l'album. C'est un tueur au bouzouki. Et je pense que c'était la personne qu'il fallait, qui rentre dans la famille de Tumos, quoi. Est-ce que c'est le musicien qui joue sur la reprise de Grand Corps Malade que tu as fait? Oui, c'est lui. Ah, ok. Pendant le confinement, Vangelis, dès que je propose un truc, c'est un passionné, il est toujours OK. Je lui ai proposé cette chanson, il ne comprend pas le français, il m'a dit « Ah, ça a l'air beau !» Je t'aime de Grand Corps Malade et Camille Lelouch. Mais je l'ai croisé une fois chez toi, je crois. Ouais, tu l'as déjà rencontré. Hein. Ouais. Je dis « On va faire un truc avec une guitariste. »
Sophie Marcoux, et avec toi, comme ça, sans prise de tête, une petite reprise. Et... Bon, il y a eu quelques views, c'était sympa. Et... C'est un morceau, je sais pas. Oui, c'est quand je faisais mes petits boulots en Stoum, ils mettent tout le temps la radio et j'entendais tout le temps des trucs à la radio. Et ce morceau-là, ça m'a. Parce que je t'avoue qu'en radio, il y a des trucs. Et t'as accroché sur ce morceau et tu t'es dit, bah, je me suis dit, allez, on va faire une petite reprise. Faire une petite reprise à la grecque. Et donc, par rapport à ce que tu disais, ouais, j'ai commencé à écrire des choses, reprendre des vieux morceaux que j'avais appris au stage ou avec mes potes à Athènes. J'ai rencontré Vangelis Tsiaples, une des dernières soirées que j'étais parti encore en voyage chez mon ami Yorgos, le guitariste avec qui je travaille aussi là-bas. Et finalement, ben, ça s'est fait avec Vangelis. Bon, si tu veux, je peux t'expliquer, c'est encore une longue histoire, mais la rencontre de Vangelis, ça c'était assez... Donc c'est le dernier soir, on est dans un... Mon copain me dit, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un dernier coup ou on rentre? Moi je dis rentrer, on est en Grèce. Moi j'aime bien profiter jusqu'au bout, je partais à 7h du match, je pense, le lendemain, pour prendre l'avion et tout ça. Donc on va encore un peu traîner. J'étais un peu déçu de ne pas avoir trouvé ce fameux musicien. Pourtant j'avais rencontré plein de joueurs de bouzouki, mais ils aiment bien. Il y a beaucoup de gens qui, et c'est tout à fait respectable, qui ils veulent garder la tradition. Donc tu arrives déjà avec une trompette, une trompette ça va fort, non, non, non. Ou tu veux mettre un jack pour amplifier l'instrument, ça va pas. Ou tu veux jouer des trucs un peu funk ou mélangés, oh non, 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 moi je fais pas ça, ok. Et donc, je dis, ok, on va dans ce bar. C'était un bar, tu as des grands buildings comme ça à Athènes, c'est dans Athènes. Et au rez-de-chaussée, c'est un bar et au-dessus, c'est des apparts. Donc le gars nous dit, ouais, aujourd'hui, on va bientôt fermer, il n'y a plus personne. Ouais, ok, pas de problème. On voit une affiche à un moment donné où c'est marqué, ce soir, si vous voulez, sortez vos instruments, jam session. Tous ceux qui veulent jouer un petit morceau sont les bienvenus. Et on appelle le serveur, on dit quoi, on peut jouer? Bah, je vais fermer. Bah, ça dérange si on joue. On était 3, quoi. Non, non, allez-y, il me dit, pendant que je termine. Une demi-heure après, il y avait 40 personnes sur sa terrasse. Le mec, il a fermé à 6h du matin. Il était content, il a fait un beau chiffre d'affaires. Et on joue, les jeunes, ils jouent, ils boivent du raki toute la nuit. Et à un moment donné, il y a un gars derrière moi. Moi, je suis comme ça, je suis assis, je suis en train de jouer. Et je vois un gars, depuis 1 heure, avec ses longs cheveux, qui me regarde. Je dis, c'est qui celui-là? Et un autre à côté, qui après j'ai appris que c'était son ami, qui tombait. Bam, il était tellement saoul qu'il tombait tout le temps. Et mon pote qui le ramassait, enfin mon pote qui est devenu mon ami, mais donc j'étais là, je dis, c'est bizarre. Tu sais, dans les grandes villes, à cette heure-là, il y a toujours des trucs un peu bizarres. Donc je me méfiais, sans me méfier, je dis de toute façon, il est là, il fait rien. Bon. J'avais toujours un œil sur lui. Bon. Et à un moment donné, il vient près de moi, il fait, c'est vraiment super. Il me dit en grec, c'est bravo, bravo. Trompette. Il dit, je peux jouer avec toi un morceau? Je dis, ouais, je sais pas mon bouzouki. Il dit, Alors il demande à Alex, qui était plus loin, qui était complètement raki. Il avait vu du raki, donc il était en mode raki. Et lui, le grand Alex, il dit, pas de problème, prends mon bouzouki. Il prend le bouzouki. Je te jure, Fouette, la première note qu'il a fait, Georges, il m'a regardé, il a fait, waouh, c'est qui ce mec? On connaissait pas. Eux ne connaissaient pas non plus. Ouais. Et puis il joue, et il fait un taksim. Un taksim, c'est, tu vois, tu mets un premier accord, et il commence à jouer en solo tout seul avant de commencer le morceau. Oh, là je fais, waouh, c'est quoi ce mec? La soirée se termine, l'autre il tombe, il ramasse, l'autre il est... Enfin, tout le monde est... n'importe quoi. Il va au bar, il marche tout doucement, je vais près de lui, je fais, tu viens d'où, Vangelos? Ah, tu connais pas, mais qu'est-ce que tu habites à Athènes? Il me dit, non, je suis venu enregistrer pour un chanteur grec, que je connaissais. Oh, génial, je dis, waouh, j'ai enregistré ce soir, et demain je retourne dans mon village. Ben, il habite à 600 bornes, 700 bornes. Je dis, ah bon? Et tu viens d'où, de quel village? Ça me tracassait. Ah, tu connais pas. Finalement, je lui ai tellement cassé les... Hein, qu'il me dit, je viens, une petite ville, Larissa. Et moi, mon papa, il est à 1 heure de Larissa, dans les montagnes Olympe. Je dis, Larissa? Je dis, tu connais Kostak Yentumos? Il dit, oui. C'est mon cousin, je dis. Je devenais fou, je dis, non, c'est pas possible. Tu connais Pavlo Lalos? C'est mon oncle, c'est le cousin de mon papa qui est chanteur et poète à Larissa. Ben oui, je joue avec lui, il me dit. Non, c'est pas possible, c'est quoi cette histoire? Et t'es qui? Il me dit. Ben moi, je suis Entumos. Et il me dit, le parrain de ma fille, c'est Yanis Entumos. Ben c'est pas possible, c'est un cousin à moi, c'est sûr. J'appelle mon père, tout ça, je dis,
tu connais Yannick Thomas? Oui, je connais, c'est un cousin à toi éloigné, mais il est beaucoup plus âgé que toi, tu ne l'as pas trop vu dans ta vie, mais il te connaît, tout ça. Je dis, bon, ben, pas Claude, c'est le parrain du gars que je viens de rencontrer, quoi. Enfin, tu vois, c'était comme si c'était écrit, quoi. Et de là, je lui ai dit, je vais faire un album, je veux travailler avec toi. Je veux faire un truc un peu moderne, grec, Balkan. Ah, pas de problème. Il dit, t'as mon téléphone, il est écrit sur un papier dégueulasse, là. Ah non, après, je reprends le papier, parce que j'avais pas mis à mon téléphone, j'aime bien les trucs routes. Je reprends le papier, on est en Grèce avec mon père, je dis, je vais l'appeler, je vais parler un peu avec lui pour lui expliquer le projet, mais après, les trucs techniques, comme des fois je parle pas... Ouais, des fois je stresse un peu, tu lui parleras. On commence à parler, mais finalement, il quittait plus le téléphone, il connaissait les gens, il connaissait un autre cousin à mon papa, enfin, il y a de la famille là-bas, donc dans les villes, il connaissait, quoi. Et il vient d'un petit village. Ah, je connais le village de ton papa, c'est un tout petit village. Kefalov, ça. Je dis, ouais. Et je l'appelle un an après. Je suis sur une île à Tassos. À Tassos, je l'appelle. Voilà, c'est Dominique, tu te souviens de moi, l'année passée, on s'est rencontrés. Je t'ai dit que je t'appellerais dans quelques mois. Donc c'était au mois de juillet, ouais, un an après. Je dis en septembre, ça te dit toujours de venir en Belgique, 2 semaines, on fait l'album, on fait une résidence, je veux travailler avec toi. Pas de problème, il me dit, je viens. Je dis, waouh. On s'organise, on discute ce qu'il faut discuter, voilà. On va passer les détails. On prend les tickets d'avion. Moi, je ne le connais pas. Donc, je me dis, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ça tombe, le mec ne va pas venir. Mais je le sentais bien. Il va à l'aéroport, septembre, il arrive. Et depuis ce jour-là, ben, ça fait 2-3 ans maintenant, peut-être 4, je ne sais plus. Non, peut-être pas 4, ça fait au moins 2-3 ans. On ne s'est plus quitté, quoi. Il vient parfois en Belgique, quand on joue. Enfin, il vient quand on joue, bien sûr. Il vient pas en vacances, c'est plus moi qui vais en Grèce. Donc c'est ça qui... c'est un peu tout ce que tu racontes là qui a fait que tu as eu un espèce de coup de foudre pour... ouais, et je pense que cet album, c'est pas que moi, c'est vraiment important dans le nouveau projet. Le bouzouki et la trompette qui se marient, c'est un très beau mariage, en fait, je trouve. Okay. Dans les mélodies et tout ça. En Grèce, tu vois, il y a aussi des cuivres dans le nord de la Grèce, mais c'est pas le blues grec, le rebetiko. C'est plus fanfare, machin, gitan. Et donc, du coup, quand tu arrives avec une trompette, normalement, le rebetiko, c'est le blues grec, c'est guitare acoustique, un bouzouki, ça marche aussi, quoi. Quand tu arrives avec une trompette, déjà, ils se disent « Oh là là, il va jouer fort. » Non, pas de trompette. Ils veulent pas, quoi. Les gars, des fois, les gars disaient non. Ou alors, tu dois connaître les morceaux. Ouais. C'est comme si tu chantes Tata Yo-Yo, hein, puisque justement, ou Chaud Cacao, on va encore avoir des ennuis. Mais tu connais les paroles, tu chantes la chanson. Si tu connais pas les paroles, bon, c'est un petit clin d'œil à Tati Cordy. Si tu connais pas les paroles, tu ne connais pas la chanson. Ah ben, dans les musiques grecques traditionnelles, c'est la même chose. Si tu ne connais pas les paroles, tu ne sais pas jouer la mélodie, parce que tu ne connais pas la mélodie et la chanson. Donc, et si tu improvises pendant qu'ils chantent, si tu joues la mélodie, ça peut aller au bon moment. Si tu commences à improviser, voilà, il te regarde, il fait non, pas pro. Mélodie. Un peu comme je dis, mélodie. En tout cas, avec Marcel Ramba, il n'y a pas vraiment d'impro. Tout est écrit, ou en tout cas dans les oreilles, quoi. Okay. La musique qu'on apprend là-bas dans les Balkans. Et donc maintenant, puisque tu as recommencé à enregistrer des morceaux depuis qu'on est enfermé. Ouais, toi aussi t'es enfermé. Enfin, quoi que moi je suis pas enfermé. Bon, on n'est pas vraiment enfermé. Non, faut pas exagérer. C'est dans la tête tout ça. Exactement. Tu t'es resté sur cette lignée-là, tu continues à travailler. Ouais, on a enregistré pas mal de morceaux, des vieux morceaux traditionnels qu'on a un peu réarrangés à notre sauce. Et j'ai aussi fait des morceaux, encore continué des morceaux chantés, des compos. Il y a quelques morceaux où je rechante un peu en français et en anglais. Il y aura des morceaux en grec. Il y a des morceaux où ça sera des invités, des chanteuses anglaises. Voilà, toujours mélanger ce brassage de culture qui pour moi me parle depuis toujours. Et tiens, on va revenir au tout début. Pourquoi la trompette en fait Mais en fait, j'ai commencé quand j'avais 8 ans, sous les bons conseils de ma marraine Monique Charniot, qui est une chanteuse classique. Ses filles, donc mes 2 cousines, allaient à l'école de musique. Et moi, on m'avait dit, tu n'irais pas faire de la musique aussi, ce serait bien. Bon, ouais, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'aimais bien, mais bon, sans plus. Et c'était une fanfare.
Donc dans une fanfare, il n'y a pas d'instrument à cordes. Donc on m'a présenté à un moment donné, on a ouvert une armoire, qu'est-ce que tu voudrais jouer? Il y avait des bombardons, des tubas, des trompettes. Et moi je crois que c'est l'objet qui m'a... Oh, une trompette. Bah, bon. Si j'avais été dans une école où il y avait des cordes, peut-être j'aurais dit basse ou batterie, j'en sais rien. Tu vois, quand t'es gamin, j'avais 8 ans quand j'ai commencé. Et donc j'ai appris la trompette, tu vois. Donc à 15 ans, j'ai pas pu vraiment faire des groupes de rock and roll parce que je jouais de la trompette. Il n'aimait pas trop la trompette. Par contre, t'as joué dans des fanfares justement au carnaval ou quoi? Les fanfares traditionnelles belges, oui, les arguédennes, les machins, toute cette tradition belge, oui, j'ai fait à fond. Bah ouais, tu joues, t'apprends la musique dans une école du village qui est une fanfare. La fanfare de l'Op, c'était mon premier professeur, monsieur Mélian. Et ouais, du coup, on se faisait les marches, les Saint-Roch, les machins, les bidules. Bon, c'était cool quand t'es jeune, tu gagnes un peu de sous, c'est chouette quoi. Après, je me suis dit, bon. J'ai fait carnaval aussi quand j'avais 16-17 ans, j'en ai fait pas mal. Ouais. Ouais, j'ai fait un peu de tout en fait. Mais par contre, après le conservatoire, j'avais soupé tout ça. Ouais. Enfin, tu vois, la tradition en Belgique, c'est quoi notre tradition en Belgique? Musique de carnaval ou les arguédennes? Au Maroc, tu as la tradition des musiques marocaines, où les gens, ils sont vraiment attachés à leur culture. En Belgique, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont attachés à leur culture, mais quand tu es en train de jouer les carnavals, que ça soit moi, Pierre, Paul, Jacques, mais tout le monde en a rien à foutre, quoi. Ah bon? C'est celui qui souffle, c'est celui qui souffle le plus fort, quoi. C'est une musique de bourrin, il faut jouer, jouer. Et je me souviens quand on était gamin, les plus âgés, enfin les vieux comme moi maintenant, ils avaient 40 ans, 5 ans, j'en sais rien. Ouais, des vieillards. Ah, t'es au conservatoire, toi, hein? Genre, t'es au conservatoire, donc tu dois bien jouer, quoi. Ouais. Et ils t'emmerdaient à fond, quoi. Ils se retournaient, joue plus fort, attaque! J'ai l'impression que c'était un peu une frustration qu'eux, ils chipotaient. Les amateurs, tu vois, même si c'est pas grave, tu peux être amateur, mais waouh! C'est un milieu un peu... et ça picole, hein? Ah, non, c'est pas... Ok, donc Il y c'était a pas... moins les gens aiment bien le carnaval en Belgique, mais il n'y a pas ce respect comme par exemple en Grèce. J'ai posé la question un jour à un de mes amis, le co-auteur d'Entumas dans les paroles, qui est Michel Tarlizos. Comment ça se fait qu'en Grèce, les jeunes de 20 ans, ils chantent les morceaux de 1930 que nos grands-parents chantaient, comme mon père il chante? Et il m'a dit un truc, il m'a dit, en Grèce, on a une culture, et nous sommes attachés à notre culture. C'est ça la différence. Justement, maintenant de chanter un morceau de ta culture en Belgique. Ok, c'est ça. Donc c'est plus la tradition qui est transmise. Il y a une fête de famille. Après, il y a tout est lié, la religion. Ouais. Enfin, ils sont quand même forts. Moi, je suis pas spécialement religion, mais voilà, en Grèce, il y a quand même un truc orthodoxe. Tu vois, ils sont. Et quand je suis là-bas, je m'adapte. Il n'y a pas de problème. Si mes cousins, ils sont très attachés, mariage orthodoxe, machin, bidule. C'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y a une transmission de génération en génération. Voilà. Les codes culturels. Qu'en Belgique, oui, il y a une transmission, mais si ton gamin il fait pas le carnaval, après les gamins ils aiment bien le carnaval, voir un Gilles, un paysan, c'est cool. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même chose. Quand tu es dans la rue, est-ce que tu te dis, ah ce musicien-là il joue avec telle société Les gens ils s'en foutent. C'est celui qui joue le plus fort, tu vois. C'est le Gilles qui est mis en valeur. Et tant mieux. Bon, après, c'est pas une critique, hein, c'est juste mon constat. Et donc, toi, tu enregistres ton premier album à Londres, c'est ça? Ouais. En quelle année? Vers les années 2000, au début des années 2000. Ouais. Comment ça se passe en fait? Ça se passe que j'arrive en Angleterre. Quand j'ai quitté la Belgique, je me souviendrai toute ma vie, ma mère qui me dit, parce que bon, j'ai quand même un diplôme en poche au classique, donc je peux donner cours dans les académies, mais je me suis dit non, si je donne cours à l'académie, je ne vais jamais voyager. Moi, je veux essayer d'être musicien sur le terrain, dans un premier temps. Et peut-être plus tard, quand j'aurai de l'expérience, peut-être j'enseignerai. C'est ce que je fais un petit peu maintenant, mais très très peu, je veux vraiment de la qualité. Ok, on reviendra à ça après. Donc, l'enregistrement de ton premier album. Donc, elle me dit, si tu... Donc moi je dis non, si tu n'as pas de boulot, tu reviendras t'as qu'à revenir dans 3 mois. Quoi. Je dis non, moi je reviens plus, moi. Moi je voulais pas revenir, quoi. Le premier mois, on arrive là-bas, on avait un peu de sous. Après 2 semaines, il n'y a plus d'argent, on se retrouve sans pognon avec mon pote
Raphaël Bruno, qui n'est pas musicien, qui est un ami de Jumet. Et on est partis ensemble en Angleterre. Lui, il est dans la restauration, donc rien à voir. Et on se retrouve, on n'a plus un bal, on est à la rue, finalement on rencontre... Enfin, c'est une longue histoire. Et on trouve un appart de dépanne pendant 1 mois, donc on se dit, ok, il faut un petit peu bosser, parce que moi j'arrive, je ne sais pas parler, je ne sais pas où je suis. Il me faut 3 jours pour... on est censé trouver un appart, parce qu'on est dans un petit appart-hôtel, une petite pièce de rien du tout, qu'il avait loué mon pote pour nous deux. Il dit, Dom, il faut qu'on trouve un truc, parce que dans 3 jours, on a notre tronche dehors, quoi. Ouais, t'inquiète, j'ai t'inquiète. Et moi, j'arrive à Londres et je découvre Londres, je fais waouh! J'ai pas vraiment envie de chercher un appart, quoi. Tu vois, je suis déconnecté complet. Je suis tellement content d'être là, je dis ça y est, ma nouvelle vie commence maintenant, quoi. Et donc, je suis à fond à triper, on va dans tous les quartiers. Moi, je passe plus de temps à regarder les gens, à regarder ce qui se passe, à sortir le soir. Au début, on va dans des pubs, on ne sait pas trop, je cherche les clubs de musique, donc ça se met petit à petit, quoi. Et ensuite, donc, comment est-ce que tu en viens à enregistrer ton premier donc, album? À un moment donné, je fais une rencontre aussi qui a été importante dans ma vie. Claude, un Martiniquais, c'est ça, ouais, ça fait 12 ans qu'il joue dans la rue. Mais là-bas, la rue, c'est un business. Hein. Il y a des gens, ils survivent qu'avec la rue. Hein. C'est leur boulot, quoi. 8 heures par jour, ils vont jouer dans la rue. Très bonne école d'ailleurs. Je commence à jouer dans la rue avec lui. Okay. Parce que moi, je ne veux pas rentrer en Belgique. Okay. Non, je ne rentrerai pas en Belgique. Donc n'importe quel moyen, je me dis, ben voilà. Parce que tu vas me dire, tu aurais pu trouver un boulot. Je trouvais des petits boulots tout le temps. Par agence, des fois, j'allais travailler 3-4 jours, quand j'avais assez de sous pour payer Parce que là-bas, on payait... Après, il y a des fois, c'est changé, mais tu payais à la semaine, ton loyer, quoi. Enfin, ton loyer, ta chambre, parce que c'est tellement cher. Je dis non, moi, quand ça m'emmerdait, j'arrêtais. Je disais au gars de l'agence, il ne faut plus m'emmener là-bas, j'aime pas. Donc le lendemain, j'allais ailleurs, ou des fois, je ne travaille pas. Et je me dis, je joue dans la rue, première fois que je joue dans la rue, je crois que je me fais 50 pounds en quelques heures. Je me dis, non, je vais travailler à faire la plonge, ou travailler dans un petit snack ou resto. Il me faut, je ne sais pas combien d'heures pour gagner ça, c'est bon, quoi. Et quand tu rentres le soir que tu as bossé comme un chien, tu es crevé, quoi. T'avais pas trop envie d'aller dans les jams, donc je me suis dit non, ça c'est pas le bon plan. C'est pour vivre à Londres et faire un boulot et pas faire de la musique, bah alors autant rentrer en Belgique, tu vois. Et je me dis, je commence dans la rue et je me rends compte que première semaine, je me souviens, j'avais un sac rempli de pièces et ma proprio, elle était c'est génial, anglaise, tu vois. I love it, how nice. Elle était complètement hallucinée de me dire, tu as travaillé à Covent Garden, on faisait Covent Garden et après j'ai fait, avec l'autre je jouais plus à Piccadilly, dans la rentrée du métro. Et donc elle hallucinait que je la paye en pièces, quoi. Donc je mettais des paquets, tu vois comment on fait les paquets, et je la payais avec des sacs de pièces, quoi. 80, 100 pentes en pièces, ça fait du lourd, quoi. Elle était là, c'est génial. Bon, après 1 an et demi, je t'avoue que bon, j'ai fait l'album, machin. Ouais, mais c'est ça ma question. Comment on en vient à l'album? Comment est-ce que tu en viens grâce à jouer dans la rue, j'ai pu économiser. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant que j'ai les sous, je vais produire l'album moi-même. Ok. Ça a coûté à l'époque 300 000 francs belges, je pense. Je ne sais plus combien ça fait en euros. Mais... Ah ouais. J'ai tout mis, tout ce que j'avais, j'ai tout mis, quoi. Et j'ai engagé le premier groupe, c'était Robert Mitchell, pianiste qui fait une carrière extraordinaire en Angleterre, extraordinaire pianiste. Il y avait DJ Simbat, la rencontre que je t'ai parlé tout à l'heure, un Français que j'ai connu à Londres. Il y avait Rémi Hossein au tabla. Il y avait Michael Mondésir à la basse. Et il y avait mon ami de toujours, que j'ai connu au conservatoire à Bruxelles et qui vit à Paris depuis plus de 20 ans, Maxime Zampieri, le batteur. Ok. Donc j'appelle Maxime, je dis voilà, on va faire le premier album. Tu viens en Angleterre, pas de problème, j'arrive. Il est venu, on fait une semaine de studio, on enquille l'album. Ok. Et c'est parti comme ça. D'ailleurs, cet album, il a été tiré à 1000 exemplaires. Je crois qu'il en reste 10. Tout a été vendu. Bon, 1000, c'est rien du tout, hein, tu vois. Et j'ai jamais repressé. Mais là, j'ai envie de le ressortir sur Spotify et toutes les plateformes. Okay. Parce qu'il y a quelques albums qu'on ne trouve pas sur Internet. Oui, parce qu'en fait, toi, tu enregistres ce premier album et puis, dans la foulée, tu rejoins le groupe anversois Think of One. Think of One, ouais. Ouais. Comment est-ce que ça se passe? Là, je suis un peu encore en galère de thunes en Angleterre. J'avais entendu parler un ami à moi qui m'avait dit
il y a Think of One qui va t'appeler. Je dis, ah bon, j'étais revenu une fois en Belgique faire un concert salsa avec le groupe avec qui je jouais ici à l'époque. Au début, je faisais des allers-retours. Des fois, je revenais même que le week-end. Je venais en Belgique vendredi soir. J'arrivais à 11h à la gare du Midi. Les gars que je travaillais dans les boîtes de nuit, ils venaient me chercher en camionnette. Ils venaient d'Anvers, ils avaient une agence avec les DJ, les danseuses, les top girls, je sais pas quoi, toi, les gogo machin. Je rentrais à la camionnette, je disais bonsoir à tout le monde. On faisait 1 gig, 2 gigs, 3 gigs. Le samedi, même chose. Et le dimanche, je jouais à la Roca. Et le lundi matin, je reprenais le bus à la gare du Nord. Parce que le train, c'était cher à l'époque pour moi. Et je retournais en Angleterre. Comme ça, je me fais un peu de sous. Ok. Parce que bon, travailler à la plonge, c'est un peu chiant. Mhm. Donc je préférais me payer le bus, faire 9-10 heures de bus, jouer 2 jours et repartir. Ok. Et donc, Think of One. Et donc là, on reçoit un coup de fil, voilà, il y a un groupe qui voudrait absolument t'avoir. Je dis, ouais, mais moi je suis en Angleterre. Ouais, mais il faut que tu viennes vivre en Belgique. Je dis, non, moi je ne vais pas vivre en Belgique. J'habite à Londres, je veux rester à Londres. Et toi, à ce moment-là, tu savais qui était Think of One? Je ne connaissais pas vraiment, non. Parce que c'était Un groupe flamand quand même un qui était groupe connu en Flandre. très connu. En Wallonie, pas vraiment, parce que quelques années après, on les a fait venir à la Louvière d'ailleurs. Mhm. Personne ne connaissait, quoi. Ça, Ouais, mais sur la scène world music, c'était quand même un groupe Oui. assez respecté. Assez respecté, mais pas, il n'avait pas décollé encore à l'époque. Mhm. Ok. Donc je rentre dans Think of One, je les rencontre à Anvers, je rencontre Eric, le saxophoniste, et Thomas, le bassiste, qui était aussi à l'époque entre Zita Soon, le leader, un des guitaristes de Deus, et Think of One, il devait choisir. C'est Zita Soon ou c'est Think of One, parce que ça commençait à débloquer avec les plannings. Je les rencontre, on boit une bière, tout ça, on discute. Et voilà, on a un contrat, partir au Brésil pour 2 mois. Hein. Moi j'entends Brésil, 2 mois, contrat avec Think of One, je viens. J'avais pas de boulot en Angleterre, je galérais, c'était des hauts et des bas. Une tournée, ça va me faire du bien. C'était exactement 7 semaines. Donc j'ai payé mon loyer en Angleterre à l'avance. Et j'ai pris l'avion, je suis rentré en Belgique, j'avais rendez-vous avec eux à Zaventem. On a pris l'avion, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam, bonjour. J'avais rencontré une fois le saxophoniste et le bassiste autour d'une bière pour discuter. Et l'aventure a commencé là et c'est parti pendant 3-4 ans, quoi. Et Ok. 1 an après, Donc là, vous partez au Brésil on part au Brésil pour enregistrer, ou, un album et pour faire des enregistrer? concerts. Ok. Mais beaucoup faire enregistrer un album. Avec 4 musiciens brésiliens, donc qui vivaient à Recife. On part à Recife. Le projet, c'est Think of One, on est 6. Et ils ont. Le leader a trouvé, comme moi je fais dans les pays, il a trouvé 4 personnes avec qui il voulait travailler. 2 chanteuses percussionnistes, une chanteuse leaduse, Dona Cila do Coco, Mhm. une dame qui venait des favelas, mais une voix incroyable, pas connue, mais connue dans sa région, tu vois, mais qui a galéré toute sa vie, enfin, la vraie, quoi, les vrais de vrais, quoi. Et Karanka, percussionniste. Ok. Donc là, vous restez 2 mois au Brésil pour enregistrer. Ouais. Et là, après 3 semaines, tu te dis, ça y est, je suis brésilien. Je commence à parler brésilien entre 2 caipirinhas. Je te jure. Au début, je captais rien, mais c'est très proche du français. Tu te dis, ah, je pourrais parler. Et 3 semaines après, un jour, je fais 2 caipirinhas et là, ça commence. Ah, bon dia, tout de bon, bah. Je commence à parler. Je dis, ça y est. Et je commence à l'étudier sur place Ah ouais. pour moins galérer. D'ailleurs, en Angleterre, il y a souvent des gens, ils disent, ouais, vous êtes brésilien? Je dis, non, je ne suis pas brésilien, moi. Ah, tu parles bien, tu as l'accent du Brésil. Je dis, ah bon, ça fait plaisir, quoi. Et donc voilà, on fait l'album, on fait tout ce qu'il faut faire avec eux. Et quelques temps après, on fait des petits concerts en Belgique, on part en tournée. Et là, à un moment donné, en 2003, on apprend qu'on est nominé au BBC Awards en Angleterre. BBC Awards, c'est Ouais, mais du lourd, quoi. Avant les BBC Awards, il y a une tournée quand même. Une tournée mondiale. Non. Ah, c'est après. C'est dès que les BBC Awards dès qu'ils ont été nominés, moi je suis là depuis pas longtemps en fait, quelques Ok. mois, tu vois. Ouais. On faisait des concerts, ouais, mais pas dans le monde entier, on faisait des concerts, ouais. Ok. En Belgique, en Hollande. Mais ça a été très vite. Moi je suis rentré, on a fait l'album, on est revenu, ils ont été nominés et on a gagné en 2003 dans la catégorie Awards Crossing Bordering Category, je sais pas quoi. Il y avait Manu Chao à l'époque dans notre catégorie, il y avait un groupe polonais, un autre groupe, et Think of One. Et pour cette année-là, comme Manu, il avait déjà gagné plein de prix. Enfin non, je sais pas, et je me suis dit, on n'aura jamais le prix. Et boum, on est là à Edinburgh, gros théâtre, et on est nominé là-bas, et on gagne, et là c'est l'explosion totale du groupe, quoi. Ok. Le lendemain, la presse anglaise s'emballe.
En plus, on a terminé avec Ojos de Brujo, un groupe espagnol qui avait gagné aussi une nomination. Maintenant, c'est des stars dans leur pays en Espagne. Ils ont tourné dans le monde entier. On fait l'after avec eux, parce que nous, on foutait bien le bordel après les concerts. On arrêtait. Think of One, le concert se termine, ils descendent de scène, c'est after party. Si les gens y restent, on va jouer pendant 6 heures. Quoi. Pourtant, le concert, il est fini. Tu vois, c'est cet esprit un peu gitan, un peu tout ce qu'on aime. Quoi. On n'a jamais fini, on continue. Ok. Et de là, je pense que quand tu gagnes un BBC Award, ça aide un peu pour le boulot. Et là, on commence à tourner dans le monde entier. Quoi. Japon, et donc toi, à ce moment-là, alors donc si je comprends bien, eux, ils t'ont contacté pour venir enregistrer un album avec eux au Brésil. Ouais. Et donc toi, tu n'avais pas l'intention de rester plus de 2 mois. Non, moi j'avais avec eux, la en fait. manageuse, je fais le contrat 2 mois, après on verra bien, parce que moi je viens de sortir un album, j'ai des dates. Non, en fait, c'était Bart Maris, trompettiste connu dans le monde de la musique en Belgique, qui partait, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, qui partait du groupe, il avait d'autres projets, je pense, je ne sais pas trop. Et moi je le remplaçais. Donc je dis non, moi je fais les deux. Mais quand tu vis 2 mois avec des gars, et que tu commences à les adorer, et que tu commences à aimer la musique qu'ils font, j'aimais bien la musique qu'ils m'ont proposée. Ils ont fait des projets avec des Marocains, ils ont fait des projets avec des Brésiliens, ils ont fait des projets avec Naft, c'était une fanfare qu'ils avaient. Quand moi j'ai quitté le groupe, le leader me disait « Ne quitte pas tout de suite, on va en Alaska, sur la banquise, on fait un album avec des Esquimaux, un album rock. » Et là je me suis dit, c'était toujours des beaux projets. J'avais envie d'aller sur la banquise, en hélicoptère, on nous dépose dans un... Et on est resté là 2 mois en immersion avec des Inuits. Je ne l'ai pas fait cet album. Dommage ça. Ouais, dommage. Mais bon, à un moment donné, ces gars avaient toujours des super trucs. Et donc tu as tourné dans Mais le finalement, ils ont arrêté quelques années après. Quoi. David Bowie, il a fait un autre projet qui... C'était pas la même renommée que Phicophone, donc après il est parti au Brésil. Là, il vit là-bas, maintenant il est revenu. Il est parti pendant des années, il a fait plein de chouettes trucs là-bas. Là-bas aussi, on a été côtoyé par des super groupes, on avait des bonnes connexions. Nação Zumbi, Fred 4-0, chanteur aussi de Recife, des groupes très connus au Brésil. D'ailleurs, en Angleterre, quand je dis j'ai joué avec Nação Zumbi en Angleterre, au Brésil, ils font waouh, Nação Zumbi, c'est un peu le U2, enfin j'exagère, mais c'est vraiment des stars là-bas. Et des mecs cool, tu vois, qui mélangent tradition maracatu, avec les gros tambours comme ça à Recife, le maracatu, un peu raga comme ça, et qui avec du rock quoi. Ah ouais. Ah ouais non, j'ai été invité aussi par eux quand... Ça c'était après Think of One. L'année d'après, je suis tellement tombé amoureux de ce pays, je dis moi je vais revenir, je vais produire mon prochain album au Brésil. Tous les copains Think of One, qu'est-ce que tu vas venir au Brésil faire un album, ça coûte cher, tu ne trouveras pas l'argent. Bon, on s'est encore démerdé pour trouver les sous et on s'est barré au Brésil l'année d'après, 2 mois. Entre les tournées de Think of One, pour enregistrer un album qui n'est jamais sorti. Celui-là aussi, un jour, je le sortirai, je pense. Et donc, avec Think of One, tu as tourné dans le monde entier. Ouais, dans le monde entier. Amérique du Sud, Asie. Amérique du Sud, Asie. Enfin, on a fait le Japon plusieurs fois. Et toute l'Europe. Europe de l'Est, les Balkans. Enfin, on a tous les gros festivals, on a tout fait. Ok. Et donc, tu as quand même pas mal roulé ta bosse. T'en as vu du pays. Ouais. Quel est le pays ou la région qui t'a le plus fasciné? C'est une question un peu difficile, je vais dire. Parce que dans chaque pays, j'ai l'impression qu'il y a toujours... Tout le monde a quelque chose à apporter. Peu importe la couleur de peau, les origines. La musique, c'est universel, je pense. Comme beaucoup de gens le disent. Mais c'est pas anodin. C'est vraiment... Parfois, tu te retrouves dans un pays, le gars, tu comprends rien ce qu'il te raconte, mais comme il fait de la musique, c'est bon, quoi. On passe du bon moment et on se comprend. Il n'y a pas besoin de savoir parler la langue. Quand tu es au Japon, moi, je capte rien du japonais, quoi. Enfin, maintenant, je capte 5 mots, tu vois. J'ai appris un peu là-bas. Je ne sais pas parler japonais. Mais allez, si tu devais quitter, disons, si tu devais vivre ailleurs qu'en Belgique ou à Londres, tu choisirais... C'est compliqué parce que le Brésil, ça m'a énormément marqué. La Colombie, ça j'ai été avec mon groupe, ça m'a... L'Amérique latine, c'est vrai que c'est cool aussi. Mais j'aime bien les Balkans. C'est pour ça que je suis un voyageur. Je ne sais pas me poser un endroit. Tu as été pas mal en Roumanie, non? En Roumanie, j'y vais beaucoup. Enfin, sauf depuis 1 an, puisque... Ouais. Non, c'est pas le confinement, ça n'a rien à voir.
C'est parce que j'aime pas de voyager. Mais oui, à cause du, confinement, à cause de cette Sinon, tu as dictature été- sanitaire, je sais pas comment on peut dire. Non, on peut pas dire ça. Bah, il faut pas exagérer. Faut pas exagérer non plus. J'en perds mes mots. Non, mais bon. C'est un autre sujet. Ouais, bah, si tu veux, on peut en parler, mais c'est pas ça. Donc C'est voilà, juste et que c'est le pas. Brésil, c'est vrai que ça m'a marqué, quoi, tu vois. Et là-bas, au Brésil, on avait des gars dans la rue. Tous les jours, on allait au théâtre, un vieux théâtre au bord du port, là, enfin un théâtre, espèce d'usine. On jouait là, on faisait notre résidence. Et tous les gamins de la rue, j'en en a vu aussi là-bas, des petits abandonnés qui sniffent de la colle. Enfin, il y a des trucs bien tristes partout dans le monde et des trucs chouettes aussi. Mais il y a beaucoup de misère partout. Et ouais, tu fais connaissance, il y en a un qui m'a marqué, Marcello, qui vivait dans Cattol, près de l'usine ou du théâtre, je sais pas comment on dit, où on travaillait. Et il venait tout le temps près de nous, demander une clope, ils n'ont rien. Donc voilà, tu sais, nous on est des gringos là-bas, on est des blancs-becs. Hein. Même si on était cool, on vient quand même de l'Europe, donc pour eux c'est... Et moi je lui disais, mais moi je n'ai pas d'argent, moi. C'est le gouvernement qui m'a payé, donc il faut attendre leur faire comprendre que les subsides flamands ont payé un groupe pour venir enregistrer un album. Truc de fou, quoi. Parce que je pense que c'était des subsides flamands. À l'époque, eux, ils avaient beaucoup d'argent, donc ils savaient faire des beaux projets. Et le gars, il voulait toujours, genre, je te protège. Il m'arrivait là, je te protège. Je dis, ouais, c'est ça, Marcello. J'allais acheter des clopes ou un truc à boire, je quittais le restaurant, je dis, avec toi, c'est dangereux, faut pas être tout seul. Dangereux le Brésil. Ouais. Bon. Colombie aussi, on m'avait dit, ouais, faut pas aller là-bas, c'est dangereux. Et quand on arrive en Colombie, même chose, l'agent qu'on avait sur place, alors les gars, premier jour, là-bas, faut pas aller, hein. C'est dangereux. Hein. Vous allez où je vous dis, après les concerts, on fait ça. On avait été en duo avec Nicolas, le DJ de mon groupe, parce qu'à l'époque, il y avait un scratcher, on était une formation de 7. Et quand on nous a proposé d'aller en Colombie, on est parti en sound system, Entomo Sound System. Tout était dans l'ordi, les scratchs, je trompais, je chantais. On a fait des concerts de fou là-bas. Et donc moi, je disais à Nicolas le soir, il nous a dit de pas aller là-bas, on va y aller. Parce que c'est là que tu rencontres les gens du pays. C'est pas dans leur soirée débile là, où on doit aller faire les beaux. On allait, hein, obligé, hein, aller. Il y a quand même des chouettes gens, ils t'accueillent, il faut quand même un minimum de respect. Mais bon, c'était trop beau, de belles boîtes, c'est chiant quoi. Je disais à Nico, il nous a dit Vous de pas aller dans ce aventuriez, quartier-là, on va aller là-bas dans ce petit bar-là, et là on va rencontrer des gens quoi. Et en effet, on rencontrait des gens tout le temps. Et au Brésil, même chose. Donc le pays qui m'a le plus... il y en a beaucoup. Moi, si je peux continuer toute ma vie à continuer à voyager, 2-3 mois là, c'est bon. Hein. Moi, au moment où je me plais bien, tu as la bougeotte, que ce soit le Brésil, le Maroc j'adore aussi. Ça m'a... Là, on a été aussi joué avec Think of What, c'était magnifique. Magnifique. Oui, ils ont fait pas mal de musique gnawa. Pour le roi Mohamed. Ouais. C'était le Rawa Fit Festival à Casablanca. Bon, après, Casablanca, c'est pas vraiment le Maroc, malheureusement. Enfin, si, c'est le Maroc. Mais moi, j'avais l'impression d'être à Londres ou à Bruxelles, quoi. Je veux découvrir les terres, métropole, les gens dans les terres, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Après, j'aime bien les villes, hein, j'adore les villes, mais... Ouais, Casablanca, c'était chouette, mais... Les métropoles dans le monde, elles se ressemblent toutes de plus en plus. Alors... Donc dans ton parcours, tu as eu quand même l'occasion de collaborer avec pas mal de musiciens. On a parlé de Think of One. Il y a des grands noms aussi avec lesquels tu as joué. Je ne saurais même pas tout ce qui est cité. Matt Professor qui a travaillé sur ton album. Aussi, ouais. Kezia Jones. Kezia Jones, ouais, une belle rencontre. Ouais. Kezia Jones avec qui tu as travaillé en studio ou sur scène? Sur scène, un concert. Sur scène. Roots Manuva aussi, une belle rencontre. Roots Manuva. Qu'on a manqué d'avoir sur un track, mais il est tellement aussi compliqué celui-là que après un an, j'ai lâché l'affaire. Je vois, c'est bon. Ouais, alors il fallait l'enfermer, lui donner plein à fumer. Il est pas simple. Ouais. Non, il est pas simple. Mais bon, c'est quand même. Mais pendant un an, on s'est fréquenté. Je l'ai connu à un concert, j'ai joué avec lui à un concert. Après, voilà, je lui ai fait écouter mes prods et moi, j'adore ce qu'il fait. Dans les années 90, il cartonnait ce mec. Ouais, c'est magnifique. Ben, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi. C'est vraiment un gars super intéressant en plus. Ouais, bien barjot aussi celui-là. On est tous un peu barjot. Tu parlais tout à l'heure de Daniel Romeo qui finalement a joué aussi sur ton album, non? Ouais, j'ai eu la chance que, comme j'étais un peu l'apprenti musicien avec toute cette bande, Daniel et Eric Lénini qui jouait dans son groupe,
Moi, au début, il me disait, viens nous voir, tu joueras un morceau et tout ça. J'étais toujours hyper heureux quand il m'invitait. Et de fil en aiguille, j'ai fait partie de la section de cuivre avec Laurent Doumont, Olivier Baudson et Hervé Le Thor. Tu vois. Que j'en parlais tout à l'heure d'Hervé Le Thor. Tous mes copains de jeunesse. Enfin, jeunesse, on est jeunes. Hein. Mais je veux dire, quand j'avais 19 ans. Quand tu étais super jeune. Il y a 2-3 mois, quoi, tu vois. Alors, ouais. Donc, 6 albums sous le concept ou le projet. Schaeffer aussi, The Scatterlight. Ah ouais. Ouais. Il y a eu elle, il y a eu. Ouais, il y a eu plein de gens. Enfin, plein de gens. Après, j'ai pas fait les stars françaises, mais bon. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. J'ai pas joué avec Lara Fabian, par exemple. Peut-être que tu auras l'occasion plus tard. Ouais, mais finalement, c'est peut-être pas mon destin et c'est pas ce que j'ai cherché. Déjà, si tu pars en Angleterre, c'est pas pour jouer avec Lara Fabian. Hein. Et puis, tu sais pas ce que l'avenir te réserve, oui, hein, Dominique. On ne sait pas, ouais. Donc, je voulais dire 6 albums sous le nom Entumos et un album que tu sors sous le nom Capital Cult. Capital Cult aussi, ouais. Ça sort quoi, il y a une dizaine d'années, c'est ça? Ouais, plus ou moins, je pense, ouais. C'est quoi la différence en fait entre en fait, on faisait un album avec le Entumos groupe comme d'habitude. Mais les compos, c'était parti un peu pop, rock, électro, où je m'étais pris un délire de me dire il faut absolument que j'essaye au moins une fois. Cette histoire de ne pas avoir fait de groupe de rock quand j'étais jeune, je pense que j'ai ça en moi aussi. Je pouvais jouer de la guitare, c'est bon, quoi. Je crois que j'ai un peu un esprit... Ouais, après, même si je viens du classique, je viens pas vraiment... Je l'ai étudié, mais voilà, j'ai toujours été un peu rock'n'roll dans ma tête. Même quand j'étais en jazz, en classique, j'étais très mal vu au conservatoire. Parce qu'on jouait dans les cabarets le soir. Oh, c'est grave, quoi. On s'est fait appeler au bureau du directeur. Hein. Sérieux? Ouais, à l'université en classique à Mons. Hervé Le Thor, Rosario Santo et moi. On jouait à la Lorgnette à Mons, au coin, je sais pas si tu as connu. Piano bar, tous les week-ends, à fond de balle. On s'est fait appeler au directeur parce que c'était pas bien. Musiciens classiques, ils ne vont pas jouer de la musique légère, monsieur. Sérieux? Ah ouais? Moi j'ai répondu au directeur, et qui va payer mon essence pour venir à l'école? C'est vous? Non, bah alors. Ouais, on a risqué de se faire mettre dehors, mais rien à foutre, quoi. C'est dingue ça. Ouais. Et donc, la différence entre Capital Cult et Entumos? Et quand on termine cet album, on le mixe. Et Laurent Hayel, l'ingénieur du son à Liège, parce que je revenais souvent en Belgique mixer, me dit, mais c'est pas du Entumos, ça, Dom, c'est pas du jazz, c'est pas de la drum and bass, c'est pas de l'impro, tu chantes. Les gens, ils vont plus rien comprendre. C'est un autre projet, donc tu dois mettre un autre nom pour ce groupe-là. Ah, ok. Et moi, j'étais parti, quoi. Ça y est, je vais devenir faire que chanteur, quoi. Je ne jouais quasi plus de trompette sur cet album. Un petit peu, mais concert, je chantais, quoi. D'accord, donc en fait, c'est un album. Donc au départ, vous vous êtes rentré pour enregistrer un nouvel album de Entumos. Mais tout le monde me regardait en disant, mais c'est quoi ces morceaux, Dom, c'est pas... Mais tu avais changé, tu avais pris un virage un petit peu plus très rock, quoi. rock, Ouais. où tu chantes beaucoup plus que tu ne joues de la trompette. Ouais. Ok. Et Ouais, du coup, je chantais, quoi, dans le groupe, quoi. et du coup, tu as décidé de. Toujours avec ce même concept d'inviter des gens. On a invité un gars que j'ai reconnu à Londres dans une soirée complètement folle, qui est devenu ami aussi, Rocky Sink, le batteur d'Asian Dub Foundation. Mhm. Lui, je l'ai invité, on a fait une cover des Doors, mais en hip-hop, quoi, rock, quoi. Et c'est lui qui chante. Ok. Il y a eu aussi Senso, Senso, ouais, chanteur qui à l'époque était avec Joshua. Ouais. Et on a fait un morceau, j'ai produit un single avec lui, et j'ai produit un duo. On fait un duo avec Senso. Ok. Je chante et lui il chante. Tout ça c'est sur internet. Hein. Capital Cult, tu tapes Capital Cult et tu vas voir notre bête gueule, quoi. Donc il y a eu donc Entumos, Capital Cult, il y a eu un projet électro aussi. Electrump, ouais. Electrum. Bah oui, Okay. vu que j'ai toujours joué dans les boîtes et tout ça, et j'ai jamais vraiment sorti des morceaux, ouais, peut-être en bootleg comme ça, mais j'ai jamais fait je ne peux pas me dire, j'ai fait un album électronique, non. Mais voilà, j'ai toujours chipoté à Londres à faire des morceaux, des fois, que avec des sons, des bons trucs trip-hop, électro. Et je me suis dit, et donc j'ai commencé à faire des vidéos où je joue sur de la musique que tu passes en boîte. Enfin, pas toi, mais je veux dire, si, quand tu étais DJ, t'en passais. Du Laurent Garnier, du Chemical Brothers, tu vois, des mash-ups où je joue de la trompette.
Et comme je jouais dans les boîtes, je me suis dit, comme il faut faire projet par projet, quand je vais jouer dans les boîtes avec des DJ où je fais de la musique électronique, c'est Electrum. Parce que c'est vrai que les gens, après, ils s'y retrouvent plus, hein, c'est le bordel. C'est pas facile de s'y retrouver avec toi, de toute façon. Après, Donc, on peut dire que tu as été dans tous les sens. Hein. Ouais, mais je pense que c'est vrai que dans l'industrie, ils ont besoin de mettre dans des cases et de... Ouais, c'est ça, En en plus, fait. c'est typique belge. Si tu... Oh, Genre... c'est pas qu'en Belgique, hein. Non, mais par exemple, quand après, tu fais de la... Maintenant, faire de la comédie ou travailler avec Freddy To Go, c'est... Pourquoi tu fais ça? T'es pas... Ouais, parce que c'est une opportunité, parce que j'aime bien, et je découvre. Et... Oui, c'est ça, en fait. Quand t'es chanteur, tu peux pas être acteur. T'es chanteur, t'es musicien. Ça, c'est très typique de la Belgique. Aux États-Unis, en Angleterre, il y a des gens, ils sont musiciens et comédiens. Tout le monde s'en fout, quoi. Il y a aucun... Enfin, tu vois, ce truc de culture... Ici, on a toujours peur de... Ouais. Il n'y a pas de star system, on va dire, ici, en tout cas en Wallonie. Ça n'existe pas. En Flandre, un peu plus. Après, c'est pas que je dis qu'il faut... je dois être une star. Non, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas de... Tu sais, nous, on est toujours... oui, je viens de Belgique. On est moi, je suis un peu comme ça, je pense. Parfois, les gens disent, ouais, tu dois être plus fier de ce que tu as fait. Ouais, mais on s'en fout. Ce qui est fait, c'est fait. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? C'est ça qui m'importe. Tu dis qu'on est un peu trop modeste, les Belges, c'est ça? Ouais, à fond, moi. Ouais. Ok, je sais pas. Pas tous, hein, mais... Ouais, mais c'est pas plus mal. Mais ce qu'on a fait avant, comme tout ce qu'on parle maintenant, ouais, c'est chouette, mais c'était avant. Même ce qui a été fait hier, une fois que c'est fait, que c'est sorti, c'est derrière moi, quoi. C'est qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais pouvoir accomplir pour m'épanouir, à rencontrer des gens et à faire des projets qui me plaisent et qui me font vibrer et qui me donnent envie de continuer ce métier, quoi. C'est ça qui est important. Donc, le jour que, tu vois, il y a certains musiciens, ils disent « Ouais, mais moi, avant, quand j'étais jeune, le jour que je parle comme ça, c'est bon, quoi. » Guillotine. Tendez-moi. Non, mais tu vois... Le jour où tu restes arrêté sur ton passé, c'est que t'es mort. À me dire « Ouais, mais attends, imagine, quand t'es vieux, si je deviens vieux un jour, ouais, mais moi, avant, j'étais à drapeau blanc TV, tu crois, et j'ai fait ci, et moi, j'ai fait ça, et j'ai fait 2003, j'ai gagné... moi je trouve, ouais, c'est cool. Après il y a des gens qui disent ouais, mais tu dois être content de ce que tu as fait. Oui, je suis content. C'est pas, c'est en toi, comme toi quand tu fais des trucs qui te plaisent, mais c'est passé. Okay. On vit pas avec le passé. Okay. Ce qui m'importe, c'est demain, qu'est-ce que je vais faire. Mais déjà, je suis à drapeau blanc TV, donc tu vois. Déjà, ça, donc déjà, ça c'est un nouveau truc. Bingo. Ouais, déjà, ça c'est pas rien. C'est la télé de demain, mesdames et messieurs. Bien sûr. Là, on est en train de... C'est juste après les BBC Awards, tu pourras mettre drapeau blanc TV. Voilà. Pourquoi pas il faut rêver. Blague à part. Donc, ouais, on peut dire que tu es un hyperactif qui a toujours été dans tous les sens et qui ne va pas s'arrêter. Et justement, on va revenir sur ton histoire, pas ton histoire, mais ta carrière d'humoriste et le personnage Kyriakos. Ouais. D'abord, raconte-nous un peu qui est Kyriakos, comment est né Kyriakos. C'est l'acolyte de Freddy To Go, le trompettiste de bouche de Freddy To Go. Explique un peu, comment c'est né. Donc Freddy To Go, un jour, fait un petit morceau sympa dans son ordinateur. Un jour quand? 2011, 2010. Ok, il y a une dizaine d'années. Oh ouais, facile maintenant. À la bouche, avec des petits samples. Il dit rien à personne. Il se fait contacter par La France a un incroyable talent. Donc le morceau dont tu parles, c'est Ça va d'aller. Ça va d'aller, qu'au départ, il a bidouillé tout seul, avec des bruitages. Avec des bruitages, okay. avec un sifflet, je ne sais plus ce qu'il avait mis. Ok. Et donc c'est une émission de divertissement en France, sur M6. Normalement, tu t'es inscrit pour aller faire le concours, et si tu passes l'audition, tu fais les auditions en télé. Lui, il s'est fait repérer par sa chanson sur le net. Dans les chaînes télé, il y a des chasseurs de tête qui cherchent toujours des trucs qui pourraient les intéresser. Okay. Et il repère Tougo, il dit ouais, il l'appelle, lui au départ il croit que c'est une blague. Il dit on voudrait que tu viennes à l'émission Incroyable Talent, machin bidule. Lui il dit, enfin c'est ce qu'il m'a expliqué, non je veux pas trop aller, machin. La prod insiste, la productrice l'appelle en disant à Paris on adore, franchement ça tue, ça va d'aller, attends, on est mort de rire quoi. Et pourquoi il veut pas y aller lui? Ben je sais pas, parce que comme il dit en télé on veut toujours te changer, on va peut-être changer tout le concept de
C'est quelqu'un de vrai, d'intègre, dans son personnage, voilà, il veut pas qu'on touche à son personnage. Il a peur de... Il a peur qu'on trafique. Ouais, il a peur d'être tourné en ridicule ou quoi. Qu'on se foute vraiment de sa gueule en disant c'est quoi ce mec. Parce qu'il y a beaucoup de gens au début, dont un ami qu'on a entendu parler beaucoup en ce moment, Quentin Dujardin, tu vois, le guitariste. Ouais. J'enregistre un album pour lui et un jour il me dit mais tu connais l'autre débile là qui fait des vidéos? J'ai quel débile? Il me montre. Je dis ah ouais, c'est mon pote. Mais il est fou ce mec. Je dis mais non, c'est un comédien, il n'est pas comme ça dans la vie. Il me croyait pas le gars. Mais non, c'est pas possible. Ah, il déconne en fait, il n'est pas comme ça dans la vie. Non, pas du tout. C'est un personnage qu'il a créé. Enfin, je passe le détail. Il va faire Incroyable Talent, il cartonne. Mais pas très fut-fut quand t'as du jardin. Mais non, mais c'est vrai quand tu vois, tu connais pas, tu vois Freddy Togo, mais c'est maintenant que tout le monde va parler, ouais. Je dis, quand il avait fait une vidéo qui avait buzzé contre le gouvernement, que Benoît Poelvoorde disait de se faire pousser la barbe, je sais pas quoi, et lui il avait dit, moi je propose à tous les gens de se faire pousser les poils des... Et il montrait 2 œufs, quoi, tu vois, il a fait pas mal d'auto-sketch comme ça sur le net. Avant je me souviens. Il n'y a pas que ça va d'aller, il y a plein de conversations, il fait des délires très intéressants et comiques. Et donc, ça part comment? Ben, ça part comme ça. Il revient, il me dit... Donc il fait finalement Incroyable la demi-finale, il vient me Talent. trouver, il me fait, en fait, j'ai cartonné en demi-finale, Incroyable. Je lui dis, tu te fais ma gueule, t'as été faire ton morceau, sérieux? Moi, je le croyais pas. Mais je dis, mais tu m'as rien dit? Bah non, je veux pas te le dire. Il me dit... Une fois que c'est fait, ben je te le dis, quoi. Ah ok, ça Freddy, c'est toujours comme ça. Il dit rien. À ce moment-là, vous collaboriez déjà ensemble? On se connaissait. Non, vous vous connaissiez comme ça. Il travaillait à la d'accord. compagnie du campus, où on avait un lien avec Histoire de famille, machin, ici à la Louvière, avec Giovanni Orlandi, le metteur en scène. Et il a été contacté 2-3 noms à la Louvière, qui ont refusé, ou vous n'avez pas le temps, j'en sais rien. Et après, il dit, ah, je vais appeler Dame, il me connaissait, mais... via, quoi, tu vois. Et moi, à l'époque, la maman de mon fils était enceinte, donc quand je revenais, j'étais heureux. On avait installé un studio dans la cave, enfin, soit. Et il me dit, voilà, j'ai fait ça, est-ce que ça t'intéresse de m'aider? Parce qu'il me demande de retravailler le morceau pour la finale. Je dis, ah, t'es en finale en plus. Je dis, viens, pas de problème. Moi, tu sais bien, dès que j'accroche avec quelqu'un, partant. Il n'y a pas, oh, c'est quoi ce truc? Non, je le fais pas, c'est pas bien. Bah pourquoi c'est pas bien? C'est populaire, c'est chouette. Il vient à la maison, il y avait mon père qui faisait des travaux avec son pote, ça marteau pique à fond. Ça arrive à matin, non, attends 2 secondes. Attends qu'il est fort, ok, on peut y aller, hop. Donc, on recompose ce morceau ensemble et on fait moite-moite sur la prod. Et tout est ok avec lui, on fait tout ce qu'il faut. Je produis le morceau, je mets des beats, je mets des claviers. Il me dit, ah, faudrait mettre des trompettes. Je dis, non, on n'est pas obligé. C'est pas parce que je joue de la trompette qu'il faut absolument mettre de la trompette. Ah, si, j'adore ta trompette, je veux que tu mettes de la trompette. Donc on change cette mélodie, on met pam 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 à 4, 5, 6, 7 trompettes. Ça débloque. Hop, part en finale, il cartonne. Bon, il ne gagne pas, heureusement. C'est ce qu'il m'a dit. Heureusement que j'ai pas gagné, quoi. Pourquoi? Bah, faut peut-être pas pousser non plus. Cette année-là, il y avait une fille chanteuse qui voulait vraiment devenir chanteuse classique professionnelle et qui était soudeuse à côté, je pense. Donc, toi, elle voulait vraiment. Donc, c'est très bien qu'elle ait gagné. Il me dit, j'ai à fond. Mais du coup, le lendemain, sur la vidéo, on a 100, il y a 80, 90 000 views. Ça monte. C'est impressionnant. Tu te dis, waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce morceau? Pas de la grande musique, comme dit Freddy, mais c'est chouette, tu vois. Après, les puristes, oui, c'est n'importe quoi. Bon, on s'en fout. Encore une fois, les puristes, bon, voilà. Chacun doit respecter. T'es puriste, t'as pas envie de chipoter, c'est pas grave, mais il faut laisser les gens aussi faire ce qu'ils ont envie. Faut pas critiquer ni dans l'un, ni dans l'autre. Et le téléphone commence à sonner, et là, on lui propose d'aller au Luxembourg pour une soirée... genre les remises de prix des publicitaires au Luxembourg, c'est des trucs bien officiels, de faire la chanson et de jouer un petit stand-up de 10 minutes. Et il me dit, Dom, tu viens avec moi? Je dis, ouais, pas de problème, il n'y a pas de sous-métier, tu vois. On aura un cachet, on est reçu, l'hôtel, bah, c'est parti, on y va. Là, tu l'accompagnes. Ah, juste faire poète, pour jouer, ça va d'aller avec lui. Merci, au revoir. Ouais. Ça part super bien. Ça enchaîne. On fait beaucoup au départ des apparitions de 20 minutes. Bah, beaucoup, ça va d'aller. Et 15 minutes, il raconte des blagues. On a même fait des festivals de musique où il est là, juste avant le Grand Jojo, parce que c'est un peu ce milieu-là, tu vois. Il raconte des blagues, tout le monde a envie de musique. Allez,
je suis en train d'aller. Et lui, il raconte des blagues. Et après, boum, on fait le morceau. Et là, les gens, ils deviennent fous. Il y a plein de gens dans le festival. Enfin, au début, c'était ça, quoi. Il n'y avait pas de spectacle. Et un jour, en discutant, il me dit, on arrive à parler, je ne sais plus comment, que Dominique, en fait, c'est normalement, on donne le nom du côté du papa, donc du grand-père. Donc moi, j'aurais dû m'appeler Yorgos. Hein. Et comme mon père, c'est un mec ouvert, il a donné... J'ai pas compris, attends. Mais donc je t'explique comment est né Kyriakos. En Grèce, on prend le nom... Mon père, il aurait donné le nom de son papa. De son papa, ok. Ouais, tu vois, comme dans beaucoup de pays, certains pays. D'accord. Mais il a donné le nom du côté de maman. Et il me dit, mais tu t'appelles Dominique, ouais, parce que ça vient du grand-père italien, Domenico. Mais Kyriakos, Kyriaki, en grec, c'est dimanche. En fait, je m'appelle Dimanche. Je m'appelle Dimanche, là, comme ça, là, je suis tout à fait là, près de toi, là. Donc, Dominique, Kyriaki, Kyriakos, et Freddy me regarde, il me fait, mais c'est énorme, quoi. Moi, je vais t'appeler Kyriakos. Et on va te mettre un vieux costume des années 80, il trouve dans ses armoires, il a toujours plein de costumes, parfait, avec des lunettes noires, comme ça, c'est neutre. Et tu vas m'accompagner comme ça. Tu seras mon ennemi grec, à moi tout seul. Ok, super. Et on crée ce personnage, enfin, beaucoup, Freddy me donne plein d'idées, on fait ça. Comme ça, je ne vais plus en civil, quoi. Je suis schizophrène, je passe dans un autre côté obscur de la chose. Je suis comédien et musicien. Et donc, son spectacle se lance, il écrit son premier spectacle très vite. Donc c'est Freddy Tugo qui crée le personnage. Oui, ça a été créé par Freddy Tugo ensemble, quoi. Mais... Et à ce moment-là, il décide de t'intégrer à son spectacle. Voilà. Je lui faisais tellement pitié que j'avais plus de boulot et que j'étais complètement au bout du rouleau qu'il se dit, je vais le prendre avec moi. C'est son spectacle. Ça me sauve, franchement, j'ai eu pas mal de dates. J'étais entre la Belgique, là je commence les allers-retours Angleterre-Belgique pour mon enfant, tu vois. On est séparés avec sa maman, donc c'est compliqué. Je dois aller à Londres une semaine parce que j'adore être à Londres jouer. Je reviens, quand je suis une semaine en Belgique, j'ai quelques dates avec Freddy. On joue au Kings of Comedy, on commence comme ça, quoi. Et donc c'est son spectacle, je suis unique comme tout le monde. C'est ça? Ouais. Où je dis, c'est quand même important, 3 phrases. Donc en fait, toi, ton rôle, c'est... Moi, je ne parle pas. J'ai des lunettes, t'as déjà la trompette. De temps en temps, je passe sur scène. Et alors, c'est un peu le larbin de Tugo, quoi. Et il essaie d'être bienveillant avec Kyriakos, mais il dit toujours des crasses derrière, quoi. Mais il l'aime bien, il l'aime beaucoup. Et Kyriakos aime bien son patron, Freddy. Et ensuite... Ensuite, il fait de la télé. Et là, les salles commencent à se remplir vraiment. Quelques années après. Il commence à faire le Grand Cactus, c'est ça? Grand Cactus. Et à partir de là, il y a un truc magique quand tu passes en télé. Les salles, moi j'appelle Monsieur Tout le Monde. Ceux qui n'avaient... Il y en avait qui ne connaissaient même pas Salade Ali. Ça faisait 3 ans que c'était sorti, ils ne connaissaient même pas. Et ils découvrent ce gars en plateau, au Grand Cactus, cartonne. En tout cas, les premières saisons, chapeau. Et là, les salles se remplissent et on a de plus en plus de dates. Des gens s'intéressent à lui. On a été pris au Kings of Comedy. Ça, c'était un petit peu avant. Finalement, ils n'ont jamais... Enfin, il ne s'est pas passé grand-chose avec eux. Et après, maintenant, il a un manager qui est un humoriste aussi, Bruno Taloche. Et on est pris... Et là ça roule, quoi. Et on fait pas mal de shows. Enfin, on est souvent parti, 3-4 fois semaine. On est parti, quoi. Et puis, en Suisse, en France et en Belgique. On a joué quelques fois en France. Première date parisienne avait bien démarré, après il y a eu ce confinement. Décidément, ce confinement n'arrange pas tout le monde. Et puis là maintenant, si j'ai bien compris, tu as pris un peu tes distances de Freddy Tugo. Non, je n'ai pas pris mes distances, c'est juste qu'il a écrit un 2e spectacle. C'est pour ça que tu veux me demander pourquoi Kyriakos. Non, en fait, comment est-ce que Kyriakos maintenant s'émancipe, j'ai envie de dire, tu vois. Mais encore, avec Freddy, il me dit, voilà, j'ai écrit un nouveau spectacle, mais je ne te vois pas dans l'histoire. Je dis, ouais, il n'y a pas de problème. Mais t'aimerais bien faire du solo, hein. Je dis, franchement, ça fait quelques années que je suis avec toi. C'est chouette de se retrouver. Après, moi, sur le spectacle, c'est pas moi qui fais rire les gens, tu vois. C'est lui, c'est son spectacle. Moi, je parle quasi pas. Je suis émigré, je ne sais pas parler français. Donc voilà. Et je dis, ouais, j'aimerais bien. Et donc là, je crée un sketch. Je savais pas, moi, j'écris pas des sketchs, donc qu'est-ce que je vais faire? Je crée un sketch où j'explique aux gens, en musique, c'est-à-dire que j'ai un sampler, ma trompette, j'enregistre des sons dans mon sampler et ça fait de la musique. Et là, je décide de faire une recette de cuisine, la salade coriatiki, c'est la salade grecque. Tomate, feta, oignon, huile d'olive, citron, oignon. Et j'explique aux gens sur scène. Premier, je fais une vidéo qui marche pas mal. Enfin, chouette. Pas mal, ça voudrait dire 1 million, pas du tout.
Je coupe les oignons, j'enregistre le son. Je coupe la tomate, j'enregistre le son. Ça fait la caisse claire, la grosse Ok, caisse. tu fais des loops avec. Je fais des loops avec les sons débiles que je suis en train d'expliquer aux gens comment on fait une salade grecque. D'accord. Coupez la tomate. La boucle. Auguri. La boucle. Limoni. D'accord. Et pendant 1 an, je fais ce sketch-là dans tous les comedy clubs. Je rentre dans le collectif You Rire. Je fais une date, je pense, avant le confinement pour le What the Fun. 2 gros collectifs en Belgique. Il y a 100 humoristes dedans. Et je commence à tourner grâce à eux et faire du solo. Ensuite, Togo, il m'écrit. J'envoie des idées. Il me dit, je veux bien t'aider à écrire des sketchs, mais tu dois faire de la matière. Donc j'envoie de la matière. Bon, comme il me dit, mesdames, tu m'envoies des histoires, il faut que je dois tout faire en fait. Donc il m'écrit un sketch qui s'appelle Gros gras grec riche. Qui parle de la crise, qui parle de. Enfin, il faut venir le voir pour comprendre. Ok. Et même chose, 2e sketch, c'est parti quoi. Et ça depuis 1 an et demi. Et après, boum, confinement. D'accord. Et à côté, on fait de temps en temps des petites choses ensemble, tu vois. Il y a eu quelques dates pendant. Quand ils ont déconfiné, on est reparti jouer dans les Ardennes avec le premier spectacle. Donc voilà, la collaboration n'est pas finie à vie, j'imagine. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Mais quand on a l'occasion, on fait des choses ensemble. Mais lui, il a aussi ses projets. Et d'ailleurs, Puis là, dernièrement, vous aviez fait une capsule ensemble, il me semble, non? On a fait une petite capsule pour souhaiter bonne année aux gens, Oui, voilà. comme on fait tous les ans, Ouais. avec Jesse Cobel, un humoriste suisse. Mhm. Mais comme Freddy est très 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 occupé, il l'a sorti le 17 janvier. Ah. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Normalement, c'est jusqu'au 15, apparemment, qu'on doit souhaiter les. Ah, tu peux les aller bons vœux. Ou même jusqu'au jusqu'à la 30, fin c'est du bon. mois. Ouais. Et donc, avec Kyriakos, tu pars dans un humour plus, on va dire, un humour de situation, un humour burlesque, moins que C'est des du textes. storytelling. Ah Parce oui, que là, quand du même, coup, ouais. avec Tish, on a écrit pendant le confinement saison 1 de Décroche. On a joué, c'était. Voilà, c'était première expérience. Après, il me présente Khalid Elkal, Khalid DJB, humoriste, bruxellois qui vit à Mons. On écrit 4 capsules pour la saison 2 qui vont sortir bientôt. Et là, je fais la rencontre de Khalid. Je l'avais déjà rencontré une fois sur une scène, mais voilà, on avait papoté, mais sans plus. Ce soir-là, il ne jouait pas, il était venu voir Ahmed Boudrous, un autre humoriste. Et on discute un peu, je le trouvais sympa. Et là, en travaillant avec ce gars, je me dis, waouh, ce gars est hyper créatif. Il écrit super bien, il connaît son boulot. On écrit des décroches. Et ensuite, j'enchaîne, tiens, comme tu as une belle plume, moi j'ai plein d'idées, j'ai mon spectacle, mais ça fait longtemps et je sais que Togo est fort occupé. Jesse aussi, Cobel, l'humoriste suisse. Ils m'ont proposé, mais il me dit, il faut que tu amènes plus de matière. Mais après, c'est compliqué, tu peux pas toujours courir après les gens, même si c'est des potes. Ils sont fort occupés, donc voilà, je dois apprendre à me démerder un peu. À un moment donné, j'ai lâché le truc. Je me suis dit, allez, il faut. Si ça doit se faire avec eux, c'est cool, mais c'est pas grave, tu vois. Et lui, je lui envoie toutes mes idées que j'avais déjà envoyées à Togo une fois, pas tout, mais une grosse partie. Et il me dit, mais t'as un sketch à toi tout seul, mec. Voilà, tu l'as ton spectacle. Maintenant, il faut juste que, voilà, les gars, c'est ça, là encore, de travailler comment on dit, En collaboration. collaboration avec quelqu'un, ça t'apporte des choses que moi je suis pas scénariste, quoi. Je pense pas que je peux écrire, ou alors ça va me prendre énormément de temps, et comme j'ai d'autres choses à faire, Ok. voilà, j'ai peut-être pas on ne sait pas tout faire, donc Donc, je il y a- me fais aider d'un co-auteur qui met en scène, en fait, il dit, oh, c'est ta vie qu'on va mettre en scène. Et donc, on est en train d'écrire un spectacle avec Khalid, qui est quasi écrit. Là, on est en train de peaufiner. Donc, quand ça va redéconfiner, je vais commencer à roder mon spectacle d'1 heure, 1h15. Parfait. Donc il y a un spectacle de Kyriakos qui est Enfin, en train de Après 1 an et demi que je de fais se les mettre en comédie place. clubs, Donc finalement ça va vite, hein. le confinement, ça a bah, été finalement, tu vois, Hein, c'était toi une qui bonne voulais partir chose en finalement. guerre, c'est cool, quoi. Partir en guerre. Non, je rigole, c'est moi qui voulais partir en guerre. Hein non, moi j'ai jamais voulu partir en guerre. C'est drapeau blanc. C'est drapeau blanc, c'était de l'humour. Hein. Non, mais ils sont là, ils sont en dôme derrière l'écran, c'est bon, quoi. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et d'ailleurs, tu as parlé de Quentin Dujardin tout à l'heure. Ouais. J'ai enregistré 2-3 albums avec lui. Ouais. Ouais.
Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a fait, lui? Moi, en connaissant un peu Quentin, en ayant travaillé avec lui, c'est quelqu'un de très posé, c'est quelqu'un de très propre dans sa musique, quelqu'un de vrai. Donc son action, je pense qu'elle a été... tu vois, peut-être moi ou peut-être d'autres potes ici qu'on connaît en commun, on ferait peut-être des trucs un peu plus punk, on va dire. Hein, que lui, il a fait une action pour vraiment réveiller le gouvernement, et je crois qu'il a tapé fort, quoi. Et c'est quoi le but? Le but, c'est que maintenant, légalement, si j'ai bien compris l'histoire, parce que la semaine passée, donc après son action, maintenant il commence à faire des concerts dans les églises. Et là, on ne l'embête plus. Donc il a dit, les gars, la brèche est ouverte. Okay. Donc moi, j'essaye aussi de contacter des églises, mais c'est compliqué, tu vois, parce que je suis tout seul à tout faire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut m'aider à trouver des concerts dans les églises, à appeler tous les curés à la Louvière ou ici dans notre région, avec plaisir. Et j'ai envie de proposer d'aller jouer en solo ou en duo dans les églises. Parce que là, c'est un lieu de culte. Bon, après, c'est pas pour le culte, on s'en fout. On peut aller dans une mosquée, ou dans... Je crois qu'une mosquée, ça m'étonnerait qu'ils nous acceptent. Ou même du côté juif, tu vois, c'est pas un problème. C'est pas le truc d'aller dans une église catholique, pas du tout. C'est juste pour le lieu, en fait. Oui, c'est le lieu. C'est pour squatter leur lieu, en fait. C'est pour... voilà, en plus, c'est beau une église, que ce soit musulman ou catholique, ou moi j'aime bien. Mais parce que c'est le truc, l'aberration complète. Donc le curé, il est devant, il peut faire une office de 15 personnes avec distanciation sociale. Ah, on dirait un curé, là, regarde. Magnifique. Et dès que tu mets une guitare entre tes jambes, t'as la police qui vient. Ouais. Attention, parce qu'on va dire qu'on est des complotistes si on pense pas comme on nous dit de penser. Hein. Mais. Bon, on n'a rien dit de complotiste. On n'a rien dit de complotiste. Non. Et justement, tu vois, dans ton spectacle Kyriakos que tu es en train de peaufiner. Ça parle pas de complotiste, non. Est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a un côté engagé, est-ce qu'il y a des messages politiques, est-ce que tu dénonces des trucs? Dans le spectacle, non, plus dans mes capsules parfois, ou dans mes chansons un peu humoristiques. Dans le spectacle, c'est vrai, ça va, pour l'instant, on est sur le nom Kyriakos Road Trip. Et donc tu vas revenir sur tous tes voyages. En fait, c'est toutes les anecdotes que j'ai vécues en voyage. Ouais. Mes anecdotes avec les gitans là-bas, ma famille, mais en Grèce, avec toute la famille là-bas, des histoires qui me sont arrivées. Après, il y a des choses vraies, il y a des choses comme au cinéma, on en rajoute un peu, tu vois. Il y a des trucs qui nous font rire, donc hop, cette vanne-là, elle va être chouette. Mais c'est vraiment, comme dirait Khalid, c'est un storytelling, quoi. Ton spectacle, c'est pas du stand-up. Je fais pas du stand-up. Déjà, quand tu vois la tronche de Kyriakos, pas une tête à faire du stand-up. Et justement, comme et allier musique et humour. Ah, donc tu as ta toujours trompette sur scène. Mais justement, aujourd'hui, comme la scène de l'humour, c'est devenu pratiquement que du stand-up. Donc, tu as déjà fait des comedy clubs, etc. Ouais, j'en fais, ouais. Ça va, c'est pas... Tu fais pas... Enfin, les gens t'accueillent bien parce que tu es différent de les gens, ils se demandent un peu qu'est-ce que je fais avec un costume, parce que dans les années 2021, voilà, c'est plus trop la mode, rien à foutre, quoi. C'est pas... Justement, je suis pas dans les plates-bandes de personnes, je casse les codes complètement, et je pense, finalement, c'est original l'idée que Tougo a eue de mettre un costume et de parler un peu comme ça. Mais bon, là, il y a des surprises que je peux pas dire aujourd'hui, mais on va découvrir vraiment qui est Kyriakos. Dans mon spectacle. D'accord. On a découvert dans Tougo, c'était une facette, mais c'est un gitan grec, donc les gitans, ils ont plein de facettes. Hein. Ah ouais. Ok. Tu as été invité une fois par Guillermo Guise aussi, non? Guillermo Guise m'a invité à sa carte blanche, un lundi soir. J'avais l'impression d'être à New York. Et Guillermo Guise, quand je l'ai connu avec Freddy Tougo, il faisait les 100 pas avant de passer sur scène, tu vois, il était un peu stress. Il n'était jamais sûr de lui, mais il écrit super bien. Moi, j'ai toujours adoré. Il est excellent. Même quand il n'était pas connu, on se voyait. On se voyait, tu vois. Je le croisais dans les clubs. Il est excellent, ce mec. Franchement, je l'admire. Je suis très content de la carrière qu'il fait, parce que là, il cartonne. Et... Tu sais la phrase qu'on dit là, il mérite. Hein. Il mérite. Il mérite. Il mérite, tout à fait. Non, mais il est... Voilà, et pourquoi, tu me dis, comme à New York? Parce que ils ont repris avec Alex Vizorek, ils ont repris des parts du Kings of Comedy, donc c'est le patron, quoi. Donc le gars, il y a 5 ans d'ici, il faisait les 100 pas, aller faire son texte de 5 minutes. Maintenant, il est patron, quoi. Ça a tellement bien marché pour lui en France qu'il peut se payer le club, quoi.
Cool. Ça, c'est vraiment trop cool, quoi. Ouais. Et donc, 8h30, première représentation. 1 heure après, tout le monde dehors. Une autre file un lundi soir à Bruxelles. Je me suis dit, waouh, c'est énorme. Ça remplit à fond, quoi. C'est cool. Le lundi soir, donc, avant le confinement, pour ceux qui sont venus, la carte blanche de Guillermo au Kings of Comedy, c'est carton, quoi. Et donc, 2 représentations le même soir. Super. Où là, tu as joué 2 fois ma salade grecque. ta salade grecque. Les gens, ils ont rien compris. Mais il y a eu des rires, il y a eu des... Même si Guillermo avait vu la vidéo, il me dit « Mais t'es vraiment un barjot ». D'ailleurs, il m'a présenté en disant « Voilà, le prochain invité, c'est pas vraiment un stand-upper, vous allez voir, prenez-le sexuellement comme vous avez envie, mais voilà, Kyriakos, salade grecque, vous allez voir, prenez ce qu'il y a à prendre et faites-vous plaisir. » quoi. Ok. Donc déjà, j'arrive et je parle pas très bien et je commence direct à cuisiner en parlant et enregistrer tous ces sons. Mais au début, tu as un couteau qui fait tic, 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 tic. Tu dis, c'est quoi ça? Donc t'entends un son qui fait tic, 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 tic. Après, tu vois? Après, tu as le préciton. Hop. Ok. Après, on met les trompettes, la basse, machin, et à la fin, c'est bam, 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 bam. Et là, ça pète, tout le monde est debout et c'est la fête. Tu as l'impression d'être à la Roca 20 ans en arrière. Allez, hop. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein. On attend tous le déconfinement et que les choses se relâchent un peu. Ouais. Comment tu vois l'avenir? Ben, l'avenir, je le vois bien. On a eu des chouettes nouvelles qui seront annoncées vers mai. Mais vraiment des très bonnes nouvelles pour cet album qui finalement, c'est la surprise. Il faut nous suivre et vous verrez ce qui se passe. Vraiment une très très belle nouvelle en Belgique. Je vois l'avenir, je suis un peu mitigé. Surtout pour, en tout cas, mon enfant et tous les jeunes, toute la nouvelle génération. J'espère vraiment, il faut garder espoir. J'essaye en tout cas de garder espoir, même si je trouve que ça pue un petit peu quand même. On va dire qu'on va rester sur une note positive. Bah oui. Je pense que... Parce qu'à un moment donné, il faut... J'espère vraiment que ça va repartir, même si, oui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Oui, on le sait bien. Il faut s'adapter, Gavi est fait de changements. Et tu m'avais dit une fois aussi que quand on a commencé à être confiné, ça t'a fait penser à tes grands-parents qui ont vécu la guerre. Ouais. Ça permet de relativiser quand même un petit peu les choses. Quand même un peu, quoi. La première semaine, j'ai pensé à mes grands-parents, toutes les histoires qu'ils me racontaient quand j'étais petit. Et là, j'ai pris conscience du degré de flippage qu'ils ont dû avoir quand ça sonne dans tous les coins, que tu dois te cacher, qu'il y a les Allemands qui débarquent. Parce que déjà, moi personnellement, ils ont réussi à me faire un petit peu peur quand même les 3 premières semaines. Je me suis dit, il y a un truc... Confiner le monde entier comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Personne ne pouvait Il y a un truc quand même déstabilisant, même si tu dis, c'est peut-être quoi, non, c'est pas possible. Mais si, il y a un truc. Et là, je me suis dit, mais ça va quoi. T'as à manger, t'es au chaud, pas des bombes. t'es devant Netflix. L'autre, il fait la guerre devant Netflix. C'est bon quoi. La révolution devant Netflix, les gars, super. Non, ça va pas quoi. Ouais. Donc je me suis dit, bon. Ouais, il y a un truc qui tourne pas rond, mais moi je me disais déjà, je crois que d'ailleurs la vidéo que tu parlais au début de l'interview, j'avais déjà envoyé 2-3 messages à des potes, j'avais fait une vidéo, les musiciens de mon groupe qui m'appelaient, ouais, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas bien? Ben non, mais comment je suis pas bien? Ben si, je suis bien, mais tu vois pas dans la merde qu'on est. Ben non, t'inquiète, dans 2-3 semaines c'est fini. Mais je dis non, pas dans 2-3 semaines. Je sais pas pourquoi, je me disais depuis le début, ça va durer des mois cette histoire. Ah bah là ça fait 1 an. Hein. Bah ouais, tu vois, donc finalement... Et on n'est pas encore sorti. Et on n'en est pas encore sorti, mais en tout cas... On ne sait même pas encore quand est-ce qu'on sera sorti. Non, on ne sait pas. Mais bon, ça va d'aller, comme dirait l'autre. Ça va d'aller, ouais. En tout cas, bah, Dominique, merci. Merci pour à cet toi entretien, c'était bien sympa. Et comme tu dis qu'il y a des surprises que tu ne veux pas encore annoncer concernant cet album quand ça va un petit peu se relâcher. Bah, tu seras bienvenu pour venir en reparler. Ok. À l'avenir. Ouais, merci. Bah, merci beaucoup en tout cas et à la prochaine. Et longue vie à Drapeau Blanc TV. Merci. Ciao.